J'ai une chaîne de vidéo. Ça, je l'ai traqué. Ouais, sur YouTube après. Comment? Sur YouTube après. Ah, C'est visible. Hervé Vallée, séminaire Lacan, et puis YouTube, et puis vous les avez tous. super. Comme- Si jamais je peux pas venir un, Voilà. génial. C'est plus. Hervé. Hervé. C'est parti. Bonjour, je vais commencer. Alors je parle d'abord à ceux qui ne sont pas habitués à ce séminaire, qui ne connaissent pas et qui ne connaissent pas forcément Jacques Lacan, puisque c'est lui dont il est question quand même principalement dans cette intervention, dans ces interventions. Il y en a 6 cette année, hein. Il y en a moins que d'habitude parce que, en raison des travaux des tanneurs, ça a été compliqué de finir les salles. Donc on est obligé de cette salle qui fait 96 places. Bon, ça va. Ah, parce qu'avant on était dans l'amphithéâtre 5. Mais on retrouve l'amphithéâtre 5 dans la suite, pas cette année, hein, je veux dire, l'année universitaire suivante. Donc, ce séminaire, il est ancien, je le tiens depuis plus de 30 ans, puisque je l'ai commencé à l'hôpital, je suis médecin, spécialiste de psychiatrie de l'enfant. Entrez. Je suis spécialiste de pédopsychiatrie et de psychiatrie adulte également, mais j'exerce surtout la pédopsychiatrie. En libéral, après avoir été longtemps dans les hôpitaux. Voilà. Mon confrère, qui est là, et comme des collègues présents aussi, et vous tous. Voilà. Alors chaque année on change de séminaire, hein. On avance ou on recule, ça se fait dans l'œuvre de Jacques Lacan. Cette année on avance un peu. Jacques Lacan il a tenu un séminaire entre 1953 et 1981, l'année de sa mort. D'ailleurs son dernier séminaire c'était pas vraiment un séminaire, il s'était pas présenté devant qui que ce soit, c'était une lettre qu'il avait écrite, qui est considérée comme le dernier séminaire. Il est né en 1901 et il est mort en 1981. 80 ans exactement. Et donc il a tenu son séminaire d'abord toutes les semaines et puis ensuite tous les 15 jours. Alors dans les lieux, je peux vous dire dans quel lieu. Je sais qu'entre 53 et 63, bonjour, 53 et 63, il a tenu son séminaire à l'hôpital Sainte-Anne, puisque Jacques Lacan était médecin. Hein. Jacques Lacan était médecin. Il était d'abord neurologue. Hein. On dit toujours Jacques Lacan le psychiatre, mais non. À l'époque, la spécialité de psychiatrie n'était pas encore vraiment installée. Et donc, Jacques Lacan était d'abord neurologue, comme Freud. Hein. Freud n'a jamais été psychiatre. On dit toujours le psychiatre Freud n'a jamais été psychiatre. Il était neurologue. Il était neurologue et médecin légiste. Après, il a pratiqué la psychanalyse et la psychiatrie. Bien sûr, il a pratiqué ça. Dans son titre, si vous voulez, il ne dit pas. Jacques Lacan s'est tourné assez tardivement vers la psychanalyse. Avant, il avait beaucoup de médecine et de neurologie.
Voilà, ces deux personnages qui ont un parcours un peu semblable d'une certaine façon, mais qui sont tous les deux très vite, si vous voulez, installés dans le domaine de la psychanalyse, essentiellement. Donc, à Sainte-Anne, de 1953 à 1963, Lacan, c'est ça, voilà, à l'hôpital Sainte-Anne. Et ensuite, il est parti à l'école normale supérieure, rue d'Ulm, à Paris. Hein, l'école normale supérieure, parce qu'il y avait le philosophe Althusser qui lui avait demandé de venir, voilà, normale sup. Et c'est là qu'il a exercé pendant 3 ans à normale sup. 3 années. Et c'est grâce à cette localisation, si je puis dire, à cette topologie, qu'il a eu un parterre de mathématiciens autour de lui, hein, de mathématiciens très haut niveau. Voilà, parce qu'il pratiquait une sorte de mathématiques qu'il appelait les mathèmes, Lacan. Une espèce de schéma qui servait à expliquer, à sous-tendre certains concepts. Voilà. Et donc, il était entouré de mathématiciens, dont certains sont encore vivants. Daniel Sibony est encore vivant, c'est un mathématicien de très haut niveau. Et Daniel Sibony, c'est pareil, c'était un mathématicien de haut vol, mais qui s'est tourné vers la psychanalyse aussi. Ça veut dire qu'il a lâché les mathématiques, non? Et il s'est tourné vers la psychanalyse. Et il est psychanalyste toujours, maintenant il est assez âgé quand même. Hein. Quelqu'un de très brillant, qui a écrit beaucoup de livres. Presque trop, on pourrait dire. Il a écrit tellement de livres qu'on se demande comment il peut faire. C'est un peu comme Philippe Solers, quoi. Hein. Philippe Solers, il a écrit aussi une quantité de livres hallucinants. Il y a des gens comme ça qui ont des productions qui sont dans la quantité un peu suspectes. Dans la qualité, non, mais on s'est posé des questions parfois. Jacques Lacan, il n'a rien écrit du tout, lui. Enfin, si, sa thèse, il avait fait sa thèse de médecine, de la psychose paranoïaque, dans son rapport à la personnalité, on a parlé de ça. Une thèse très très complexe, hein. Très très complexe, auquel le jury qui était censé le juger pour lui donner son doctorat en médecine n'a rien compris. Rien compris du tout. Hein. Voilà. Et il leur avait demandé justement, est-ce que vous avez compris ma thèse? Alors il avait dit non, absolument pas. Ah bon, bah c'est bien, alors j'ai réussi. Ouais. Il était assez content. Il n'a rien compris. Et parce qu'il disait toujours, de toute façon, vous n'allez pas forcément comprendre ce que je vous raconte, mais vous comprendrez après. Et ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Chez Lacan, moi, je le sais depuis que je le pratique. Parfois, on se heurte à des phrases d'une complexité inouïe et à des pages entières d'une complexité, d'une opacité terrible. Et puis, avec le temps, ça s'éclaircit. C'est vrai. Hein. A posteriori, quoi. Ça s'éclaircit. Il a dit bien clair. Et on s'aperçoit, en le lisant et en le comprenant, en l'entendant, si vous voulez, qu'il est extrêmement rigoureux, Lacan. Extrêmement rigoureux. On ne trouve pas une phrase chez Lacan, pourtant, séminaire, il en a fait des séminaires. Hein. Oui, je vous ai dit ça. Il a été, j'ai pas fini de lire où il était. Donc, à l'école normale supérieure. Après, il est parti de l'école normale supérieure pour des raisons de trouble peu intéressantes. C'est pas bien grave. Et il est parti ensuite à la Sorbonne, faculté de droit à Sasse. Voilà. C'était là son dernier lieu après l'hôpital Sainte-Anne et après normale supérieure. Avant ça, il est déjà intervenu dans des lieux divers et variés, mais qu'on connaît pas vraiment. Pour des interventions comme ça, voilà, à la volée, quoi, si je puis dire. Mais après, c'est devenu une institution, hein. Il y avait un monde fou au séminaire de Lacan, hein. C'était colossal. Il y avait entre 800 et 1000 personnes à chaque fois. C'est-à-dire qu'il y avait des salles qui étaient limitées en place, comme à la Sorbonne, ou comme à Sasse, ou comme à Sainte-Anne. Et donc, eh bien, les gens restaient dehors, hein. Il y avait des gens qui écoutaient et qui essayaient d'entendre du dehors. Mais ils ne devaient pas entendre grand-chose parce que Lacan, il était tout le temps comme ça. Et puis, il parlait tout bas. Donc, je pense que les gens ne devaient pas entendre. Du dehors, on ne devait rien entendre du tout. Parfois, il se mettait à gueuler un peu quand il n'était pas content. Il était souvent pas content. Il était irritable, Lacan. Hein. Irritable. Et souvent, les questions qu'on lui posait l'agaçaient. Je ne sais pas si vous avez regardé, vous pouvez regarder sur Internet
il y a on voit une interview de lui, faite par France Culture, je crois. Et on le voit, et il est agacé tout le temps par les questions. Je rappelle à la place de l'intervieweur, hein, parce que alors on lui pose une question, il fait pas. Alors évidemment, pour l'intervieweur, ça devait être assez pénible, quoi. Hein. Parce que il répondait toujours à côté. Ça ne veut pas dire qu'il répondait à côté de ses pompes. Non. Il digressait. La question était très digressée, dérivée. La question était toujours très dérivée. Et donc, pour l'intervieweur, c'était vraiment compliqué. Donc, il a soutenu le scénario de 53 quand même à 80, c'est pas mal quand même. Après, il a fondé une école qui s'appelle l'école de la cause freudienne, qui existe toujours, hein. L'école fondée par Lacan existe toujours, à Paris, et avec des arborescences dans beaucoup de villes, dont Tours, l'école de la cause freudienne. Moi, personnellement, j'appartiens à aucune école, parce que je tenais pas. Voilà. Je tenais pas, je tenais à avoir mon absolue liberté, si tant est que ça existe, de parole. Mais je voulais pas être inféodé à un discours particulier, d'une école particulière. Parce que, voilà, moi, ce qui me pousse à faire ça, c'est que ce que je peux raconter, les gens, j'espère que les gens puissent le comprendre, voilà. Si c'est pour faire un discours de chapelle où personne ne comprend rien, ça m'intéresse pas. C'est faisable, hein. Je pourrais le faire, hein, parce que maintenant, après 30 ans, Lacan, quand même, j'en ai une pratique particulière. Je ne dis pas que je maîtrise, c'est pas ça, mais quand même, je pourrais aussi être hermétique, et ça m'intéresse pas. Parce que si les gens comprennent rien, je vois pas l'intérêt. Il y a des gens qui aiment bien jargonner Lacan, souvent sans comprendre. Ils aiment bien parler comme Lacan, souvent sans comprendre. On n'a rien compris. Donc ça, c'est un travers assez, on voit beaucoup ça sur Internet, hein. Et donc, comme moi, j'explique les choses, voilà, je trahis pas le texte, hein, le moins possible, en tout cas. J'essaye de ne pas le trahir du tout. Peut-être que je le fais parfois sans savoir. J'essaie de ne pas trahir le texte, et du coup, ça m'est parfois reproché. Sur Internet, j'ai parfois des attaques très virulentes de gens qui me disent, comment pouvez-vous parler de Lacan comme ça, aussi trivialement, je dirais quoi, hein. On les envoie chier, puis j'en ai rien à foutre, hein. Donc, oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ici, si vous ne comprenez pas ce que je raconte, il faut le dire, il faut me le dire, hein. C'est interactif, vous pouvez m'interrompre, je veux dire, je n'ai pas compris ce que vous racontez là. Parce que parfois, c'est quand même compliqué. On a beau vouloir, je ne vais pas simplifier, mais rendre accessible. Dans un simplificateur, des textes lacaniens, parfois c'est difficile que ce soit vraiment limpide. Mais ici, c'est aussi une chose qui est ce que disait Lacan, ça va, vous me comprendrez après. Eh ben oui, c'est vrai qu'au fil des séances, les choses aussi s'éclaircissent, hein. Même si cette année, il y en a que 6. Quand il y en a plus, évidemment, c'est plus fluide. C'est plus transversal, quoi. Là, évidemment, avec 6 séances, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on va y arriver quand même, hein. Donc Lacan, il a produit une vingtaine de séminaires, je sais pas le nombre total. Quelqu'un a un nombre total en tête? Il a produit... Et donc, je vous disais que Lacan n'avait rien écrit du tout, à part sa thèse, parce que, eh bien, ces séminaires, c'était des séminaires parlés, quoi. Et lui, il ne voulait pas que ce soit écrit. Il ne voulait pas qu'on l'enregistre, il ne voulait pas qu'on le filme, il ne voulait rien du tout, hein. Il avait horreur de ça. Et donc, il ne voulait surtout pas être édité. Ce qui est très étonnant, hein, parce que les gens se battent actuellement pour être édités en littérature. Ben, Lacan, non. Il ne voulait pas être édité. Il a lutté contre ça tout le temps, toute sa vie. Il appelait ça la littérature, comment il appelait ça déjà oh, j'ai oublié, ça me reviendra. Oui, c'est ça, la poubellication. Merci. À la place de publication, il disait poubellication. Donc il disait la poubellication, ça va me trahir, ça va trahir ma pensée, etc., mon texte, je ne veux pas. Et finalement, c'est son gendre, Jacques Alain Misère, qui a fini par le publier. Et maintenant, il est publié dans le monde entier, quoi, hein.
Mais je suis pas sûr que ça lui aurait fait grand plaisir. Je ne pense pas. Il ne le voulait pas. Il disait, les gens qui viennent m'écouter, voilà, c'est bien. Donc, les textes lacaniens sont donc des textes qui ont été enregistrés par des gens. Il y avait une dame qui prenait des notes tout le temps. Et puis il y avait des gens qui enregistraient avec des micros cachés. Et quelques caméras cachées aussi parfois. Donc en fait, on a tous les textes de Lacan, pratiquement. Pas tout à fait. Il y a souvent des questions qui sont posées dans son auditoire et on les a pas. On les a pas. Et on a un certain nombre, mais loin de les avoir toutes. Les questions qui sont posées par l'auditoire. Et donc ces enregistrements, et puis cette dame qui prenait ça en sténo là, voilà, ça a permis à Jacques Lémière de reprendre tout ça et puis de les mettre en forme et d'appeler ça le livre 1, le livre 2, le livre 3. C'est pas Lacan qui a appelé ça comme ça. Hein. Non. C'est pas lui qui a fait les couvertures de ses livres, ça, il a rien fait du tout. Il voulait pas. Donc, livre 1, livre 2 et ça. Et là, cette année, on est au livre 11. Vous voyez, le 11e. Donc, ça pourrait vous faire peur un petit peu pour ceux qui sont jeunes et pas habitués, parce que on se dit c'est le 11e séminaire, donc il y a beaucoup de trucs avant, et ça va être complexe. Oui, c'est pas faux, c'est pas faux, mais je vais m'exercer quand même à vous simplifier les choses. Toujours, je me répète, en essayant de ne pas trahir le moins possible la pensée lacanienne, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et puis, l'autre chose, c'est que on ne peut pas parler de Lacan sans parler de Freud. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Là, cette fois-ci, c'est un séminaire qui s'appelle les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, dont l'inconscient. Et là, le chapitre après à l'inconscient freudien, ça s'appelle l'inconscient freudien et le nôtre, le chapitre. Hein. Et donc, ça suppose qu'on sache un petit peu de quoi il en retourne de l'inconscient freudien. Qu'est-ce que Freud pensait de l'inconscient? On verra que Freud avait une notion de l'inconscient qui était déjà très sophistiquée, assez complexe, mais que Lacan a transformé, si vous voulez. Hein, il l'a pas renié, hein, Lacan, hein, pas du tout. Il n'a rien renié de l'approche freudienne, absolument rien de l'inconscient. Seulement, il en a parlé un peu autrement. Voilà, hein, en introduisant ce qu'il appelle le signifiant. C'est un mot que n'employait pas Freud, signifiant. Je vous expliquerai ça. Jamais Freud n'a employé ce terme de signifiant dans ses textes, alors que Lacan l'emploie sans cesse dans tous ses séminaires. Parce que c'est le socle même de ses concepts, sa conceptualisation à Lacan, c'est le signifiant. Le symbole, si vous voulez, quoi. Et ça, Freud ne parlait pas comme ça. Donc, ce chapitre qu'on va aborder aujourd'hui, eh bien, c'est le 11, donc, hein. Et donc, je répète le titre, il s'appelle l'inconscient et le nôtre. L'inconscient freudien et le nôtre. Pour et le nôtre, ça veut dire le sien, quoi. Hein. Mon approche de l'inconscient, ça veut dire ça. Donc, il commence par parler dans ce chapitre. Alors, le bouquin, c'est ça, vous voyez. Le bouquin, c'est ça. Alors, ça représente D'ailleurs, il est fait pour les étudiants, ce bouquin-là. Là, il y en a un certain nombre, mais il y en a beaucoup d'autres. J'en ai beaucoup d'autres, mais j'ai oublié. Donc, j'ai un acte manqué. Hein. J'ai oublié. Mais il y en a déjà un certain nombre que je vous donnerai finalement à la fin, sinon ça va être compliqué de les expliquer maintenant. Je donnerai à la fin, d'abord aux étudiants qui n'ont pas trop de moyens pour l'acheter. C'est vérité pour eux. Donc, comme ça, vous aurez le séminaire. Parce qu'on en a quand même un certain nombre et on peut en acheter d'autres encore. Hein. Puisqu'en fait, cet enseignement, il est sous-tendu par une association, loi 1901, que je préside, voilà, et qui s'occupe de ce séminaire entre autres, et d'autres choses. Et donc, on a un budget, c'est pas un énorme budget, bien sûr, hein, mais enfin bon, on a une subvention de la ville de Tours qui est pas négligeable quand même. Et donc, on a les moyens d'acheter des bouquins.
ce qu'on fait chaque année, et donc on les distribue. Ça, vous avez gratuitement les bouquins, ils sont à vous après, hein. C'est pas un prêt, hein. C'est pas un prêt. Et on en a plus que ça, et on peut en avoir autant que de personnes en désirant. Il n'y a pas de problème. Ouais. Là, tout le monde n'en aura pas, et la prochaine fois, on amènera. D'abord, vous pouvez peut-être me dire, tous ceux qui le souhaiteraient maintenant, vous pouvez lever la main, tous ceux qui le souhaiteraient, le bouquin. N'hésitez pas quand même, il n'y a pas de problème, hein, on peut en avoir beaucoup. Hein. Oui, bah, je vois quand même qu'il faudra que j'en amène pas mal. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Il n'y a pas de problème. On peut en amener jusqu'à 50, 60, hein, sans aucun problème. Hein. Parce que c'est en poche, hein, c'est pas extrêmement coûteux. C'est quand même. Moi, j'aime bien les offrir, je trouve ça sympa. Voilà. Je vais demander aux gens de l'acheter. Surtout que, il y en a un certain nombre de seigneurs d'Acan qui ne sont pas en poche, qui sont au seuil. Quand c'est au seuil, c'est beaucoup plus cher. Hein. Alors là, c'est 23, 24 euros le bouquin, donc c'est plus complexe pour les gens de l'acheter. Donc cette année, on a un peu de chance, puisqu'on fait les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, et ben il est paru en poche. Donc c'est bien. Donc ça nous permet d'en acheter beaucoup. Mais même quand il était au seuil, on en achetait quand même pas mal. Hein. Quand même 3 euros. Parce que le budget est fait pour ça. Voilà. Donc, dans ce chapitre, alors, oui, avant le chapitre, là, on fait le chapitre 2 du bouquin. Voilà, on fait le chapitre 2 du séminaire 11. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le chapitre 1? Parce que j'ai pas le temps. Voilà, c'est tout. Et le chapitre 1, il s'appelle l'excommunication. Je vais en dire 2 mots simplement. Pourquoi est-ce qu'il l'a appelé comme ça, excommunication? Eh bien, parce que, quand il était à Normal Sup, je vous ai dit tout à l'heure, résume, au bout de 3 années, il est parti, il a été plus ou moins viré aussi, hein. Parce qu'il avait un discours quand même assez provocateur, parfois, à la fin, assez incendiaire, hein. Et donc, ça plaisait pas au directeur de l'école normale. Ça plaisait beaucoup aux étudiants, mais pas au directeur. Donc, il a eu une bataille féroce avec le directeur de normale. Et il a été excommunié, alors, à la fois, il a été viré de l'école normale sup, mais il a été viré aussi de la Société psychanalytique internationale, hein. Il a été viré. Pourquoi? Parce qu'on lui reprochait tout un tas de choses. D'abord, on lui reprochait sa conceptualisation de la psychanalyse, parce que je pense que dans la Société psychanalytique internationale, beaucoup de gens ne comprenaient rien à ce que racontait Lacan. Donc, ne pas comprendre, ça les fâchait. Alors, ils ont trouvé un alibi pour le virer de la Société psychiatrique internationale. Ils lui ont dit, vous faites des séances beaucoup trop courtes. Voilà. C'est ça le reproche central. Vous faites des séances de psychanalyse, des thérapies, beaucoup trop courtes. C'est vrai que parfois, il faisait des séances extraordinairement courtes. Il disait bonjour, c'est fini. Bonjour. Et la personne avait le temps de dire une phrase et ça lui suffisait à la quand il disait au revoir. Et parfois, les séances duraient 2 heures. C'était très variable. En fonction des patients qui arrivaient, vous pouvez très bien avoir un patient, lui dire, bah, si vous voulez, on va aller se promener un petit peu. Puis on va aller se balader, bord de Seine, je ne sais pas où. Il était rue de Lille à Paris. Et donc, aller se promener, et puis voilà, quasiment battu, des séances comme ça qui pouvaient être très longues, qui pouvaient durer 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, très variables. Il y a des séances à durée variable, voilà. Ça lui était reproché parce que dans les séances académiques, c'était toujours des durées normées, formatées. Hein. Mais vous savez, Freud faisait aussi des séances plutôt longues dans l'ensemble. Freud faisait des séances qui duraient des fois 2-3 heures. Il se baladait aussi. Et se balader aussi. Voilà. Malheur, il a fait une... Ouais, tout à fait, c'est vrai. Ils en marchant. C'est vrai. Ils avaient un style de prise en charge assez semblable finalement à Freud et Lacan. Dans la manière de... Pardon? Très cher, justement. Non, pas toujours. Non. C'était en fonction de l'argent qu'avaient les gens. C'est-à-dire, si c'était des gens riches, c'était très cher. Moi, j'ai eu des amis étudiants qui ont été en analyse avec Lacan. Ils payaient pas cher du tout. Ils payaient 50 francs de l'époque, je m'en souviens très bien, hein. 50 francs de l'époque, c'était pas cher du tout, hein. C'était vraiment quasi gratuit, quoi. Et j'en ai vu plusieurs comme ça, ils étaient tous à 50, hein, quand ils étaient étudiants. Après, il y avait des gens qui avaient beaucoup d'argent, et cher, ça c'est vrai. Et Lacan leur disait, mais vous savez, vous me donnez beaucoup d'argent, mais c'est pas pour moi, c'est pour vous, hein. Il leur disait ça. Donc, bravo. Alors, il avait de l'argent, mais il n'était pas si riche que ça, Lacan. Hein. Pas un mec richissime, hein, il n'avait pas une fortune colossale, hein, non, il avait de l'argent.
Porchon. La preuve, il avait quand même le tableau de Courbet, La naissance du monde. Hein. Le tableau de Courbet, La naissance du monde, c'était... Pardon? Oui, l'original, oui. L'origine du monde, pardon. L'origine du monde. Il avait planqué, d'ailleurs, il l'avait planqué derrière un autre tableau. Et qu'on ne voyait pas, dans son cabinet de la rue Lille. Il avait ça, et voilà. Ça a été après, je sais pas comment, le tableau s'est retrouvé au musée d'Orsay maintenant. Hein. Ouais. Voilà. Il n'est plus dans la famille Lacan depuis longtemps. Mais il l'a été longtemps. Et Lacan n'en parle pas d'ailleurs, on ne trouve pas de trace de cette propriété dans ses séminaires. Il ne l'évoque pas. Donc, il a été viré, voilà, c'est pour ça qu'il a parlé de l'excommunication. Alors, et c'est pour ça qu'il a créé son école aussi. C'est pour ça qu'il a créé son école, puisqu'il n'était plus inclus dans un cercle officiel. Il n'était pas très content, mais peu de temps après, il s'en foutait complètement. Il avait créé son école, ça lui allait comme ça. Et comme il s'entendait pas bien, en plus, avec beaucoup de gens, il était espionné, Lacan, hein, c'était étonnant, hein. Il y avait des gens qui venaient le voir sous prétexte des gens de la Société psychanalytique internationale, dirigée par Ernest Jones. Ernest envoyait des espions, alors qu'il faisait semblant de dire à Lacan, on aimerait bien vous parler un petit peu, il les voyait venir comme des gros sabots, hein. Parce que ça, il en parle dans ses séminaires et il les nomme, même. Un tel ou une telle est venu m'espionner, voilà. Pour pouvoir l'attaquer, pour pouvoir le descendre en flammes. C'est pas fait. C'est pas fait parce que la texture du texte lacanien, c'est quand même costaud, hein. Donc, voilà. Et donc, dans l'histoire de la psychanalyse, il y a quand même deux grands personnages, hein, c'est Freud et Lacan. Faut pas nier ça. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Mélanie Klein, ça a été un personnage très important aussi. Madame Mélanie Klein, de l'école anglaise, elle n'était pas anglaise, mais elle était réfugiée en Angleterre. C'était aussi un personnage très important. Winnicott aussi, Donald Winnicott. Bon, Anna Freud, moi, personnellement, je suis pas un fan d'Anna Freud. Elle a écrit des choses plutôt plan-plan, enfin bon, ça, chacun y voit sur ce qu'il veut. Et puis, il y en a d'autres encore, hein. Beaucoup. Il a été entouré de tout un tas de... Freud a été entouré de tout un tas de disciples au départ, dont Carl Gustav Jung, dont il est plus ou moins question dans le chapitre d'ailleurs, à propos de l'inconscient romantique, de beaucoup de psychanalystes très illustres, avec lequel Freud avec beaucoup d'entre eux, Freud s'est fâché, hein. Donc, Jung, justement, dont le psychiatre suisse, Carl Gustav Jung, s'est fâché parce que chacun voulait prendre son envol un petit peu, hein. Chacun voulait se dire, voilà, moi je suis capable d'avoir une théorie à moi aussi. Jung, hein, notamment Jung. Et évidemment, Freud n'était pas très content parce qu'il se considérait un peu comme le père, quoi, hein, voilà. D'ailleurs, il y avait une société qu'on appelait la Société psychanalytique du mercredi soir, où ils se réunissaient, où ils buvaient de l'alcool comme des trous, et ils fumaient des gros cigares, ils se voyaient même pas tellement ils avaient fumé. Et donc, ils se réunissaient comme ça le mercredi soir, à la Société psychanalytique du mercredi soir, de passer un bon bout de temps. Et alors, il y avait une urne au milieu de la table centrale, et puis chacun devait déposer des petits papiers sur des questions diverses. Et donc, le papier a été tiré au sort, et celui qui a tiré au sort devait s'exprimer sur le thème qu'il avait tiré. Et ça a duré assez longtemps, hein. Il n'y avait pas de femme au début. C'était très viril, très masculin au départ, un peu misogyne même carrément. Avec le temps, il y a eu des femmes, dont une des premières fut Lou Andrea Salomé. C'était un personnage illustre, hein, qui est devenu psychanalyste aussi, Lou Andrea Salomé. Et, qui était une très belle femme, dont Freud était sans doute un peu amoureux, même certainement amoureux, parce qu'elle était très séduisante, autant sur le plan intellectuel que physique, et ils ont eu une correspondance extrêmement riche, Lou Andrea Salomé et Freud. Et cette correspondance, elle existe, hein. On peut l'acheter, hein. Vous pouvez l'acheter. Enfin, c'est cher les correspondances, hein. C'est des éditions assez luxueuses.
Mais c'est assez passionnant quand même. Hein. On voit un petit peu la vie intellectuelle de cette époque-là. Puis la vie tout court, hein. La vie tout court, les correspondances, et puis c'était à l'époque où il n'y avait pas d'internet, choses comme ça, donc c'est des lettres, quoi, hein. C'est des lettres manuscrites, la plupart du temps un très beau style. Freud avait un très très beau style. Il est traduit évidemment dans le style. Moi je l'appréhende pas bien. Lacan lui l'appréhendait bien, puisque Lacan parlait l'allemand comme le français. Donc Lacan lisait Freud en allemand. Il voulait pas le lire en français parce qu'il disait que les traductions étaient mauvaises. Il disait que les traductions sont désastreuses. Donc, il le lisait en allemand. Et il avait cette phrase qui peut paraître présomptueuse, mais qui n'était pas. Il disait, je suis celui qui a lu Freud. Il disait ça. Parce qu'il avait lu Freud en entier, en allemand. Et donc, pas beaucoup de gens peuvent prétendre ça. Hein. Moi, j'ai pas lu Freud en entier. J'ai lu presque tout Freud, mais pas tout. Il y a des bouquins de Freud qui sont moins intéressants que d'autres. Hein. Donc après ce préambule quand même très long, on va quand même attaquer un petit peu quand même le chapitre d'aujourd'hui sur l'inconscient freudien et le nôtre, voilà. Alors, il commence par nous parler on va pas s'étendre là-dessus, mais il commence par nous parler d'Aragon et puis de Elsa Triolet. Louis Aragon et Elsa Triolet, hein, c'est un couple qui sont morts, il y en a un qui est mort dans les années 70 et puis l'autre un petit peu avant. C'est Elsa qui est morte la première, hein, Elsa qui est morte la première. C'était tous les deux des poètes, romanciers, résistants dans la guerre, résistants, hein, très engagés, très fortement engagés, hein, ayant pris des risques considérables. Hein. Et lui, Aragon, comme Elsa Triolet, ont une œuvre très importante. Ce qui était un peu dommage, c'est que l'œuvre d'Elsa Triolet était un peu cachée, un peu masquée par celle de Louis Aragon. Quoi. On met toujours Louis Aragon en avant, alors qu'elle a une œuvre très importante. Elle a été prise Goncourt quand même. Hein. Elle a été prise Goncourt pour un bouquin qui s'appelle Un accro vaut 200 francs, je crois, c'est ça, oui. Un accro vaut 200 francs. Mais elle en a écrit d'autres, hein. Voilà, elle a écrit beaucoup de bouquins, des poèmes, et elle écrivait aussi elle était journaliste aussi. D'ailleurs, elle n'a pas participé, mais elle était représentante, de certains organes littéraires au procès de Nuremberg. Vous savez, au procès des nazis à Nuremberg. Elle était la réalisatrice, un rôle particulier quand même. Et ils étaient très très amoureux l'un de l'autre. Hein. C'était un couple vraiment fou d'amour l'un pour l'autre. Et donc il en parle parce que il y a un bouquin d'Aragon qui s'appelle Le Fou d'Elsa. Et dans le Fou d'Elsa, moi j'ai pas le truc où il parle de ça. Au début, oui. Où il cite Aragon. Oui. Tu l'as? Oui. Je peux le. Je dis pas ça, c'est juste une phrase. Vous la lire parce que ça supporte un peu les discours de la Cour. Ah bah oui, c'est la première page. Quand vous aurez le bouquin, vous verrez que c'est la première page du chapitre 2. Non. Il dit ceci: pour commencer à l'heure, je vais entamer mon propos d'aujourd'hui par la lecture d'un poème qui, à la vérité, n'a aucun rapport avec ce que je vous dirai, mais qui en a un avec ce que j'ai dit l'année dernière dans mon séminaire de l'objet mystérieux, l'objet le plus caché, celui de la pulsion scopique, la pulsion du regard, si vous voulez. Il s'agit dans ce court poème qu'à la page 73 du Fou d'Elsa, Aragon intitule Contre-champ. Et il dit ceci: vainement ton image arrive à ma rencontre, et ne montre où je suis qui seulement la montre, toi te tournant vers moi, tu ne saurais trouver, au mur de mon regard, que ton ombre rêvée. Je suis ce malheureux comparable au miroir, qui peuvent réfléchir, mais ne peuvent pas voir. Comme eux, mon œil est vide, et comme eux, habité de l'absence de toi, qui fait sa cécité. Oui, c'est un très beau texte, hein, d'Aragon, que vous pouvez le relire parce que vous aurez le bouquin. Vous pouvez le lire en entier sur Internet. C'est un texte très connu, quand même. Le Fou d'Elsa, c'est extrêmement connu. C'est un très beau texte d'Aragon, qui était un homme. Aragon était aussi très engagé politiquement. Il était membre du Parti communiste français. Il était résistant, je veux dire, avec ça. Voilà. Et donc, alors pourquoi est-ce qu'il parle de l'œil, c'est ça, de l'œil vide? Eh bien parce que Lacan, il avait ce concept-là qu'il appelle l'objet A.
l'objet petit a, je vais vous dire ce que c'est. Hein. C'est pas la peine de s'enferrer dans des choses horriblement complexes sur l'objet petit a, parce que c'est possible. Hein. Si on veut, on peut. Hein. Si on veut noyer tout le monde, c'est faisable avec l'objet petit a, je peux vous engloutir. Mais on va pas faire comme ça. L'objet petit a, si vous voulez, c'est que vous avez en tant que sujet. Voilà. J'en ai un autre. Il y a le secours, normalement. Oui, il y a le secours. L'objet petit a, donc le sujet, voilà, nettement mieux. Le sujet, il est toujours, de par son désir, il est en quête de l'impossible. Car le désir n'est jamais satisfait dans son entier. Ce n'est pas possible. Hein. Et donc, cela veut dire que l'objet du désir, l'objet qui cause le désir, et ça, c'est la définition même de l'objet A, hein, cause le désir. Sur Internet, je vois souvent l'objet petit a, c'est l'objet du désir. Pas du tout. Ça, c'est un contresens total. L'objet petit a, ce n'est pas l'objet du désir, c'est l'objet qui cause le désir. C'est pas la même chose. Hein. Et donc, cet objet qui cause le désir, le petit a, eh ben, il a une caractéristique particulière du fait que c'est impossible de satisfaire le désir, c'est qu'il n'est pas là, il est absent. Il est absent. Bon, comme vous savez ça, vous savez déjà beaucoup de choses sur la théorie lacanienne de l'objet petit a. L'objet petit a, il est absent par structure, par essence, mais, c'est ça qui est la nuance importante, il a beau être absent, il y a une place. Il y a une place. Et cette place, elle est vide. C'est-à-dire que quand votre désir, vos pulsions éventuellement, visent un objet, qui est l'objet petit a, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, vous ne pouvez pas l'avoir, vous ne pouvez pas l'attraper. C'est pas possible. Hein. Donc on peut dire qu'il n'est pas là, puisque vous ne pouvez pas l'attraper. Alors, cette place vide, Lacan l'a appelée moins phi. Voilà. Si vous rencontrez moins phi dans les textes lacaniens, c'est la place de l'objet petit a. C'est pas l'objet petit a. C'est sa place vide, moins phi. Je dis ça comme ça, hein. Je sais pas que ce soit d'un intérêt formidable de savoir ça, mais si quand même, parce que quand on lit les textes, si l'accord moins phi, il l'écrit quand même assez souvent, et si on ne sait pas ce que c'est, on est quand même embêté. Mais vous voyez, c'est très simple, en fait, hein. C'est la place que tiendrait l'objet petit a s'il était là. C'est la place qu'il tient en n'étant pas là. Hein. Et il prend toujours cette métaphore, d'accord. Il parle d'une bibliothèque dans laquelle il y a des livres. Il y a des livres les uns à côté des autres comme ça. Et puis, on pourrait penser qu'il y a une place où le livre n'est pas là. Là, il y a un livre manquant. Il y a un livre manquant. Alors, le livre a beau être manquant, mais n'empêche que c'est quand même sa place, là. Donc, c'est le moins phi du livre. C'est le moins phi du livre, vous voyez. Hein. Même si le livre est manquant, il a sa place. Et vous n'allez pas, si vous êtes bien ordonné, si vous êtes bordélique, ça va pas marcher. Mais si vous êtes bien ordonné, eh bien, vous allez mettre le livre qui est bien placé là. On voit souvent des bibliothèques bien rangées et bien ordonnées. C'est courant, hein. Et notamment dans les bibliothèques officielles, dans les bibliothèques municipales, etc., nationales, les livres sont rangés, hein, ils ont une place bien précise. Ben, cette place, elle est souvent vacante, puisque les gens prennent les livres. Voilà. Et ben, c'est pareil. Hein. Voilà l'objet petit a, c'est ça, vous voyez. Donc finalement, c'est pas si compliqué, hein. Bien sûr, on pourrait en dire beaucoup plus, mais c'est pas nécessaire. Et donc, du coup, pourquoi est-ce qu'il a introduit la notion d'objet petit a pour l'œil? Eh bien, parce qu'il dit que dans l'œil, en fait, on peut se mettre comme ça, on regarde comme ça, dans l'œil, eh bien, quand Aragon, quand Aragon regardait Elsa, sa compagne, eh bien, si vous voulez, dans son œil, elle n'y était pas, hein. Son œil était comme un miroir dans lequel elle ne se reflétait pas. Parce qu'il disait, le miroir lui reflète, mais ne voit pas. Il disait à Aragon aussi dans ce poème, le miroir lui reflète, mais il n'a pas de regard, il ne le voit pas. Et quelque chose se passe quand même au niveau du miroir. Et ce qui se passe au niveau du miroir, eh bien, c'est que, au niveau du miroir comme de l'œil, il y a du moins phi, c'est-à-dire que Elsa, elle y est quand même dans l'œil d'Aragon. Elle y est par amour, si vous voulez, hein. Elle y est en absence. Elle n'est pas dans l'œil, exactement même si, parce que, je prends l'exemple de leur action pendant la résistance, par exemple.
Pendant la Résistance, Aragon et Elsa, Triolet n'étaient pas ensemble. Ils n'étaient pas dans le même lieu. Hein. Mais évidemment qu'elle était dans son œuvre. Évidemment. Et la place d'Elsa dans le regard d'Aragon était permanente et représentée par une absence. Une place stipulant une absence, un vide, habité de la potentielle présence d'Elsa. Et ça, c'est intéressant comme biais parce que ça nous amène un petit peu aux notions d'inconscient, hein, finalement, hein. Puisque après tout, le moins phi, il est plutôt de l'inconscient. Hein. L'inconscient va être un support ça pour être un petit peu, parce que Freud l'écrit toujours comme ça, hein. Et puis ça nous permet de ne pas l'écrire en entier à chaque fois, c'est casse-pied, hein. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il parle un petit peu de l'objet petit comme ça en démarrant. L'objet qui cause le désir. Hein. Oui, pardon, allez-y. Mais donc, c'est un objet indéterminé ou c'est un objet déterminé? Il s'agit d'un objet indéterminé ou déterminé? C'est un objet qui peut être déterminé, qui peut être indéterminé. On dit que pour l'enfant, par exemple, le sein de la maman, ça peut être un objet petit a, pendant la toute petite enfance. Hein. Donc là, il est déterminé. Et après, vous pouvez très bien avoir des pulsions fantasmatiques sans savoir quel objet vous poursuivez. Exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Et dans ce cas-là, l'objet n'est pas déterminé. Hein, il n'est pas déterminé et vous ne pouvez pas le déterminer. Il a quand même sa place. Et vous êtes toujours à la quête de cet objet, mais sans savoir ce qu'il est. Hein. Et d'ailleurs, Lacan disait une chose, une phrase qui me vient et que j'ai déjà dit plusieurs fois ici, hein, il disait ceci: il n'y a rien de plus déçu que quelqu'un qui arrive au comble de ses vœux, car c'est précisément cela dont il ne voulait pas. Ce qui veut dire que quand vous désirez un objet très fortement, ça veut dire que c'est autre chose que vous désirez. Et que quand vous avez l'objet que vous avez désiré, vous êtes très déçu, parce que c'est pas ça que vous vouliez. Donc, dans cet aspect-là, si vous voulez des choses, il n'est pas déterminé. Il est même indéterminé, et c'est même ce focus négatif là, hein, de l'objet qui fait qu'on n'arrive jamais à combler notre désir. Parce que si l'objet était vraiment déterminé, eh bien le désir serait comblé. D'ailleurs, chez le tout petit enfant, après la naissance, il est comblé, parce que le petit enfant ne fait qu'un avec sa maman, et donc là, il y a une espèce d'objet unique, un objet oblong unique, comme ça, un 1, avec un U majuscule, voilà, et l'enfant est dans une sorte d'extase, une béatitude, de complétude, qui lui convient parfaitement, évidemment, mais ça ne dure pas. Ça ne dure pas. Hein. Il va perdre cette complétude et cet objet-là déterminé. Mais votre question est pertinente dans la mesure où, effectivement, il est déterminé à un certain stade de la vie, très précoce, et après il ne l'est plus. Pourquoi? Parce qu'on rate la visée de la pulsion et du désir, rate toujours son objet, parce que c'est pas celui-là dont on veut. Voilà. Après, on peut être d'accord avec ça, hein, bien entendu. Hein. Mais si vous avez un fantasme, par exemple, hein, je prends l'exemple du fantasme. Tout le monde a des fantasmes. Si vous avez un fantasme, l'objet de votre fantasme, vous vous rendrez compte assez rapidement que c'est pas l'objet de votre désir véritablement. Car quand vous essayez de satisfaire votre fantasme, eh bien, vous êtes obligé de le répéter, ce fantasme, parce qu'il ne vous a pas satisfait, précisément. Si vous avez comblé complètement, si vous avez suturé, comme dit Lacan dans le chapitre là, hein, complètement, eh bien, vous seriez dans l'espèce de béatitude extatique, complète, et vous tirez bien. Mais non. Ça marche pas comme ça. Et donc, est-ce que j'ai répondu un petit peu à votre question, pardon? Moi, j'avais aussi en tête le fait qu'on ne peut jamais posséder entièrement l'objet. Tout à fait. Dans toutes ces acceptions, on peut pas attraper la brassée de l'objet dans toutes ces... Tout à fait. La brassée, c'était un terme envoyé par Lacan, justement, hein. Oui. Que j'avais énoncé dans d'autres, mais c'est vrai, vous avez raison, hein. C'est tout à fait ça, hein. Si on veut attraper, en fait, pour combler le désir, il faudra attraper tous les objets. Hein, voilà. Mais ça, c'est purement théorique. Et comme vous le dites exactement, ce que disait Lacan aussi, on peut pas en faire une brassée, c'est pas possible. On peut faire un bouquet de fleurs, une brassée de fleurs, mais une brassée de vieux petits tas, on ne peut pas. Ça fuit de tous les côtés. Hein, et c'est incomplet. Donc, c'est structurellement incomplet. Il y a une notion d'incomplétude et d'impossibilité permanente. C'est une bonne question aussi. Ce sont des bonnes questions que vous posez. Il faut pas hésiter à les poser, parce qu'il n'y a aucune question qui soit bête. Hein. Ça n'existe pas les questions bêtes.
Donc, alors, c'est l'histoire du miroir. Alors, l'inconscient freudien, on va quand même en dire deux mots parce que ça se met la fin quand même, hein. L'inconscient freudien. Alors, je vous ai distribué des feuilles là. On vous a distribué des feuilles pour lesquelles vous avez un petit schéma. Vous avez un petit schéma qui est fait comme cela, grossièrement, hein. Donc, vous refaites comme ça, grossièrement, vous avez ça en gros. Là, vous avez P de la perception. Là, ça P, ça veut dire perception. Perception, et ici, vous avez M, qui veut dire motricité. C'est d'ailleurs curieux, mais enfin, bon, ça veut dire ça. Et entre les deux, vous avez par exemple ici S1, S2. Et puis ici, vous avez une case, j'ai marqué inconscient. Et puis ici, vous avez, à la frontière, ici, vous avez marqué inconscient. Voilà. Et ça, et ça va dans ce sens-là. Ça, dans ce sens-là. Ça, c'est le schéma freudien. C'est le schéma freudien de l'inconscient, de la première mouture, de la première topique, ce qu'on appelle la topique, hein, la première approche, si vous voulez, pour simplifier. La première approche freudienne de l'inconscient, c'est celle-là. Après, il va en changer. Hein. Ça ne veut pas dire que celle-là soit obsolète. Hein. Elle n'est pas du tout obsolète. Elle est pas vieillotte. Elle est pas rance. Hein. Elle est toujours pertinente, très pertinente et très subtile, très maligne. Hein. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait que ici, c'est les neurones, si vous voulez. Ici, c'est les neurones. Si cela Ici, c'est les neurones, et avec des perceptions qui sont faites par les neurones, mais qui ne laissent pas de traces. Donc, je mets trace et puis je barre. Vous avez une espèce de perception immédiate, et ensuite, ça s'efface. Ça s'efface. Heureusement pour vous, parce que quand on est dans le monde, on a tellement de perceptions que si on devait toutes les emmagasiner, hein, et les retenir, on exploserait. Littéralement, hein. On exploserait comme un ballon de baudruche parce que il y en a une quantité infinie de perceptions possibles. Donc, on fait une espèce de tri. Justement, la perception neuronale fait une espèce de tri, notre cerveau fait une espèce de tri, et ne garde que certains stimuli. Pas tous, heureusement, hein, pas tous. Et il s'empresse de les oublier. Ça n'empêche que, même si la perception, les neurones perceptifs, c'est Freud qui dit que c'est les neurones, hein, c'est pas moi qui dis ça. Si les neurones oublient, n'empêche que la perception va quand même aller se balader plus loin. Et va se retrouver en S1. Alors S1, c'est sa représentation, si vous voulez, quand vous l'avez enfoui en vous. Vous l'avez enfoui dans votre inconscient. Et l'inconscient, il faut faire attention à une chose, ça ne veut pas dire le pas conscient. Il faut se méfier de ça. Hein. L'inconscient, ce n'est pas le pas conscient. Ou ça n'est pas non plus le conscient inconscient, vous voyez? Parce qu'on aurait tendance à vouloir toujours maîtriser ce que c'est que l'inconscient et se dire, ouais, mais j'y arrive à savoir ce que c'est que l'inconscient. Ça veut dire qu'on aurait une conscience de l'inconscient, vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est un contresens. C'est un contresens. L'inconscient n'est pas un conscient inconscient. Pas du tout. Et il n'est pas non plus un conscient un petit peu conscient. Vous voyez? On pourrait penser ça aussi, hein. L'inconscient, c'est un conscient un petit peu conscient. Ou plus ou moins conscient. Plus ou moins conscient. Non. Ça n'est pas ça du tout. Et donc, les perceptions ici se transforment en des espèces de souvenirs, on peut appeler ça comme ça, hein. C'est pour ça qu'il a mis S d'ailleurs, hein, Freud, peut-être, je sais pas. En souvenirs, qui vont travailler à l'intérieur de notre non-perception, à l'intérieur de notre inconscient, malgré nous. Malgré nous. Ils vont s'associer, se dissocier, avoir une qualité particulière, etc. Ce qui se passe, si vous voulez, c'est que quand vous avez une perception de quelque chose, si cette perception vous fait plaisir, si vous voyez quelqu'un, par exemple, vous voyez quelqu'un qui vous plaît, qui vous séduit, eh bien, vous allez garder la perception du nom de cette personne et son image. Donc, il va y avoir raccord, si vous voulez, entre le nom de la personne dont vous allez garder la perception et son image, sa photo, bien, de toute façon, hein, sa photo. Parce que les neurones photographient, de toute façon, là, ils photographient, hein. Et donc, vous allez garder en vous cette image, et ensuite, quand ça va rentrer dans l'inconscient, cette
coalescence, si vous voulez, entre l'image et puis sa perception, ne vont pas se dissocier, Mais ils peuvent se dissocier. Si par contre, vous voyez quelqu'un qui vous plaît pas, que vous haïssez ou que vous craignez ou dont vous avez peur, ou, si vous voulez, vous allez garder une perception, d'abord une perception de cette personne, puis comme dans le cas précédent, aussi de son image, et comme il vous plaît pas, votre inconscient va travailler, il va finir par dissocier l'image et la perception. Il va dissocier l'image et la perception. La perception, oh là, ça marche plus. Bon ben voilà. Hervé, Hein? on ne sait jamais. Je sais pas s'il va. Peut-être. Donc la perception va se dissocier de l'image. Et donc, à l'intérieur de l'inconscient freudien, ça va devenir une espèce de chamboule-tout, une espèce de bouillabaisse, si vous voulez, une espèce de truc bouillonnant, hein, parce qu'il y a plein de choses qui ne s'accordent pas, qui se désaccordent, et ça va devenir complexe. Et donc tout ça ayant des destinées diverses, je dis quand quelqu'un vous plaît, vous allez garder collé l'image et la perception, et si ça vous plaît pas, vous allez les dissocier. Et donc, qu'est-ce que vous allez faire quand c'est dissocié? Vous n'allez pas souhaiter que ça vous revienne à la conscience, que ça vous revienne en plein dans la figure, si c'est dissocié. Vous n'allez pas le souhaiter que ça vous revienne en souvenir. Vous allez l'enfouir. Vous allez l'enfouir où? Dans l'inconscient. Et là. Que Freud met là, dans le petit schéma que vous avez sous les yeux, hein, sur la feuille. Vous allez le mettre dans l'inconscient. Et alors après, ce que dit Freud, c'est que pour que ça arrive à la conscience, ici, la conscience est ici, hein, TS, la conscience est ici, pour que ça arrive à la conscience, c'est pas évident, parce qu'ici, il s'exerce ce que Freud appelle une censure. Et la censure, je vous redonne le même exemple. Si vous voyez quelqu'un dont la tronche ne vous revient pas, mais que vous avez quand même associé son visage à une perception, et que vous les avez dissociés dans votre inconscient, eh bien, la censure, ça va être que votre préconscient, ici, votre préconscient, c'est lui qui fait la censure, hein, votre préconscient ne va pas vouloir que ça ressorte. Parce que ça va vous déplaire, ça va vous faire mal, ça va vous faire du tort, ça va vous horripiler. Et donc, votre inconscient va faire un travail de refus, de reflux, hein, de répugnance. Le terme est employé, hein, parfois, de répugnance, hein. Le terme de répugnance, voilà, ça vous répugne, à dire. Et donc, le mot censure est extrêmement important chez Freud. Censure. Et donc, ici, il y a une espèce de porte au niveau du préconscient qui s'ouvre ou qui se ferme en fonction des situations d'accolage, si vous voulez, de collage des perceptions et de la qualité de ces perceptions. La qualité de ces perceptions, ça peut être un visage qui vous plaît, hein, par exemple. Hein. Et la perception, elle est neuronale, elle est neurologique. Donc, évidemment, je simplifie beaucoup en vous disant, mais c'est juste ça, hein, ce que je vous raconte là. Ce que dit Freud, c'est ça, hein. C'est ça. Bien sûr, il le dit de manière beaucoup plus... alors, où est-ce qu'il dit ça? Je vous le dis comme ça, si un jour vous vouliez lire de manière plus approfondie par rapport à ce que je vous raconte, c'est dans la science des rêves, hein, ça. Dans la science des rêves. Tram de Thun en allemand, la science des rêves, qui est un très très beau livre, hein. Il y a beaucoup de livres de Freud que je déconseille d'acheter, parce qu'ils sont pas bons. Et donc, c'est pas la peine de perdre du pognon. Mais, celui-là, il vaut vraiment la peine, hein. Alors, il est dans une édition un peu luxe, malheureusement, hein. Je croyais qu'il est à la Pléiade uniquement, hein. Non, il est Ah, d'accord, ok. Ouais, c'est un gros bouquin. C'est la science des rêves, Oui. qui est de l'interprétation Pardon? des rêves. Le titre, c'est la science des rêves, ou c'est de L'interprétation des rêves, la science des rêves, la science des rêves. C'est la première traduction. Oui, c'est la première traduction, hein, la science des rêves. La traduction littérale, c'est vraiment la science des rêves. Et dans la science des rêves, il y a beaucoup de rêves, justement, hein, qui sont racontés par Freud, c'est pas forcément les siens. Il y a des rêves de lui, mais pas que de lui. Il y a des rêves magnifiques, hein. Je ne vais pas vous en raconter maintenant, j'ai pas le temps, hein. Il y a des rêves absolument splendides, hein. Il y a des rêves terribles, hein. Il y a des rêves terribles. Ils ont peur, quoi. Ils sont angoissants, des rêves angoissants. Et dans la trame de Thun, la science des rêves de Freud, qu'il a élaboré vers 1900, par là. Vers 1900. Vous vous situez?
il est né en 1856, si je ne me trompe pas, hein, Freud, hein. 53, oh, j'ai pas vu citation. Je crois que c'est 56 plutôt. Et donc, il a élaboré sa trame de double, la science des rêves, vers 1900. Vous voyez, c'est assez tardif quand même, hein. Et dans la science des rêves, il y a les rêves, et puis il y a tout un chapitre sur la psychologie. Il appelle la psychologie. La psychologie, qu'il appellera plus tard la métapsychologie. Pourquoi est-ce que Freud a appelé ça la métapsychologie? Oh, c'est des raisons très compliquées, etc. Non, pas du tout, hein. C'est justement parce que il a compris qu'il y avait un inconscient. Et donc il s'est dit, c'est plus compliqué que la conscience, comme l'histoire de l'humain. C'est plus compliqué que la conscience. Il y a quelque chose d'à côté de la conscience, qui est l'inconscient, et le préconscient ici, là, dont on a parlé. Et donc, il a appelé ça sa métapsychologie. Une psychologie un peu plus complexe, quoi, qui s'enfonce un peu plus dans les profondeurs, dans les enfers, comme dit Lacan. Donc, voilà, je vais donner des exemples qui sont extrêmement, qu'on pourrait qualifier de simplistes, qui ne plairaient pas à des gens très savants, mais je m'en fous. L'important, c'est que ça parle, quoi. L'important, c'est que ça parle. Lacan, justement, l'inconscient, ça parle. C'est la phrase de Lacan, ça, hein. L'inconscient, ça parle. Ça, c'est une phrase de Lacan. Pas moi, je dis ça. L'inconscient, ça parle. Et oui, parce que quand vous faites un rêve, par exemple, hein, et que le matin, vous avez des souvenirs de ce rêve, et que ce rêve vous paraît étrange, vous ne le comprenez pas, ou alors ce rêve vous fait peur, ou ce rêve vous rend triste, c'est des rêves qui rendent triste, hein, presque mélancoliques, même, d'une certaine façon. Il y a des rêves qui sont angoissants. Il y a des rêves qui sont heureux, aussi. Il y a toutes sortes de rêves, hein, bien sûr, hein. Et donc, évidemment, ça vous parle, vos rêves vous parlent, et pourtant, les rêves, eh ben, ils sont inconscients. Ils sont de nature inconsciente. Et pourtant, ils vous parlent. Et on peut, en étant prudent, hein, en étant très prudent, on peut les interpréter. Mais il ne faut pas y aller à la louche, hein. Non, non, non. Les rêves, ça s'interprète pas comme ça. Il y a des rêves qu'il vaut mieux pas interpréter, d'ailleurs, hein, voilà. Même Freud était très prudent par rapport à ça. Il faisait des interprétations parfois très sophistiquées, très acrobatiques, mais quelquefois il ne les faisait pas. Parce qu'il disait qu'on pouvait pas. On pouvait pas. Et vous-même, quand vous recollectez vos rêves, parfois vous n'arrivez pas à en trouver le sens. Parfois, ce sens est inquiétant. C'est ce que Freud appelait l'inquiétante étrangeté, vous savez, hein. Vous vous réveillez, vous êtes perplexe, et ça vous paraît étrange. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Invraisemblable. Et vous êtes même un petit peu inquiet, quoi, hein, voilà, parce que ça vous heurte. Et vous ne pouvez pas arriver à en trouver quelque chose, une interprétation raisonnable, apaisante, quoi, apaisante. Donc, et ça parle, ça parle. Donc, si vous voulez, on pourrait dire, pour reprendre Lacan, et même Freud aussi, hein, que l'inconscient, il est chiffré, un peu comme une énigme, quoi, hein. Un petit peu comme les armées du monde chiffrent leurs messages pour que l'ennemi ne sache pas ce qu'ils disent, hein. Chiffrent. Ils les transforment à une autre phrasé mathématique ou autre, je dirais. Et donc, après, justement, c'est intéressant ça, parce que le travail de la psychanalyse, justement, ça va être de tenter de déchiffrer. Avec modestie, hein. Déchiffrer. Le fait que ce soit chiffré, ça permet de déchiffrer. Et donc le fait que ce soit chiffré, ça permet les thérapies. Donc l'inconscient n'est pas quelque chose qui s'oppose au soi. Vous voyez, ça Freud insiste beaucoup là-dessus, hein. Il dit Freud, c'est bien grâce au fait que l'inconscient soit chiffré, parce que Freud le dit aussi, hein, que l'on peut faire du soin. Parce que si l'inconscient était ouvert comme ça, hein, c'est compliqué, on pourrait pas chiffrer, on pourrait pas déchiffrer, il n'y a rien à déchiffrer, tout serait ouvert. C'est une autre dimension, là. On n'en a pas aujourd'hui, mais qui existe. Donc ça permet le soin. Je ne dis pas que ça réussisse des fois, hein. Non, 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 c'est pas ça ce que je prétends, pas du tout. Et disons que c'est une espèce d'opacité qui, paradoxalement, autorise son interprétation et donc autorise la thérapie de la personne. Ah, il ne s'agit pas que du rêve, bien sûr, dans une thérapie, mais c'est important le rêve.
Que les gens les racontent volontiers. Bon. Donc, alors oui, c'est ça. Lacan dit une phrase dans le début du chapitre, qui est un petit peu compliquée. Si vous la lisez comme ça, vous allez demander pourquoi il dit ça. Je vais vous l'expliquer assez simplement. Que j'ai regardé un mathématicien comme ça sur Internet. Bon, j'ai rien compris à ce qu'il racontait, mais quand même, il y a une petite chose que j'ai comprise. Et c'était un bon support, parce que moi, donc, il dit ceci, Lacan, je sais plus à quelle page 22, peu importe, sur l'imagination, on vous la donnera après, c'est page 22 dans l'édition du Seuil, pas dans celle-là. Hein. La pagination n'est pas la même là, du Seuil qui est paru avant celle-là, et qui ne paraît plus maintenant. Donc il dit ceci, ah oui, le concept d'inconscient vise le concept de calcul infinitésimal. Alors évidemment là, perplexe là. Ceux qui n'expliquent rien, il n'explique pas. Hein. Moi je vais vous l'expliquer, mais lui il n'explique pas. Vise le concept de démerdez-vous. Hein. Voilà, avec ça, si vous voulez. Je vais vous expliquer pourquoi il dit ça. L'inconscient lacanien, c'est pas tout à fait la même chose que l'inconscient freudien, en tout cas dans sa formulation. Pour Lacan, il y a des signifiants. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Il y a des signifiants, c'est-à-dire il y a des symboles. Il y a des symboles, et ces signifiants et ces symboles, ils ont éventuellement une signification. Éventuellement une signification, mais pas toujours. Et Lacan, il était très provocateur, il allait même jusqu'à dire le signifiant n'a jamais aucune signification. Alors les gens, là, ils sont emmerdés. On va dire, si les symboles n'ont jamais de signification, on va voir comment on va faire dans la vie, hein, quand même. C'est un peu une provoque, mais c'est pas tout à fait faux, quand même, hein, parce que est-ce que vous pouvez vous être sûr de la signification de quelque chose de manière arrêtée et définitive? Pas certain. C'est pas certain. Il y a des espèces de dérives. Hein. D'ailleurs, en mathématiques, les mathématiciens très doués, ce que je ne suis pas du tout, font des dérivations ultra sophistiquées, hein. Ultra sophistiquées, ultra complexes. Impossible à suivre quand on est un mathématicien. Et donc, eh bien, le signifiant, c'est pareil. Il dérive sans arrêt. Il y a une signification qui est instable. Le symbole a toujours une signification qui est instable. Si vous prenez même ne serait-ce que par exemple ce micro, eh ben d'accord, c'est un micro. Mais si la personne est aveugle, elle va prendre dans ses mains, elle va peut-être pas forcément tout de suite voir que c'est un micro. Hein. Donc peut-être qu'à un moment elle va comprendre, mais pas sûr. Il y a plein d'autres choses qu'un aveugle pourrait toucher. C'est un exemple. Hein. Et puis, dont la signification ne va pas être la même que la nôtre. Ce qui ne veut pas dire forcément que la signification que l'aveugle va donner est imbécile ou fausse. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Il en a une signification de perception tactile qui n'est pas, il peut dire c'est un objet en acier, par exemple, c'est pas faux non plus. Hein? Voilà. Oui. J'entends pas, excusez-moi. Comprendre positivement par signification. Là, on me dit que c'est pas ça, mais positivement. Qu'est-ce qu'il faut entendre par signification? Ah oui. Ben, si vous voulez, c'est le sens que vous allez donner, vous, à l'objet. C'est votre perception propre, vous, de l'objet. Hein? Le micro sert à amplifier ma voix, par exemple, là. Et voilà la définition que j'en donne. Vous voyez? Mais c'est pas forcément une définition définitive, hein. Beaucoup de gens pourraient le nommer autrement. Hein? Beaucoup de gens pourraient le nommer autrement. Donc c'est idiosyncratique. Pardon? C'est idiosyncratique, c'est une oui, si vous voulez. Si vous voulez, oui. Et la signification, vous avez raison, la signification c'est quelque chose de très versatile. Hein. C'est très changeant la signification. Elle est jamais arrêtée. Tu retrouves ça dans la démarche de création des peintres, des symboles. Bien sûr. À un moment donné, dans ta démarche, une signification, puis avec le temps, ça change. Et ça complètement. Et c'est vrai. Vraiment le propre de la création. Complètement. Quand vous êtes devant un tableau abstrait de Picasso, vous pouvez voir tout ce que vous voulez, hein. Enfin, lui-même. Et même dans des tableaux
Justement, tiens, vous voyez, dans cette page première, la couverture de Séminaire, c'est un tableau d'un peintre très connu qui s'appelle Holbein, hein, qui a fait un tableau qui est très 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 célèbre, qui se trouve à Londres, qui s'appelle Les Ambassadeurs. Parce que là, il manque des morceaux, hein. Parce que là, on voit des gars, mais il y a un ambassadeur qui est là. Il n'est pas sur la page. Je sais pas s'il est, non, il n'est pas. On voit pas l'ambassadeur, qui est richement habillé, etc. Il y a beaucoup d'apparat. Et puis, au devant, il y a une espèce d'objet blanc, là. Et c'est bizarre, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est, hein. Et donc, vous voyez que, dans ce tableau, qui est extrêmement riche, extrêmement illuminé, avec beaucoup d'apparats, beaucoup d'objets, beaucoup de dorures, beaucoup de détails, très riches, eh bien, il y a cet objet, eh bien, si on le regarde, là, on peut pas avec le bouquin. Mais si on regarde le tableau d'assez loin, on verra que c'est un crâne. C'est un crâne. Et Holbein a fait exprès de le peindre de telle façon que, vu de près, on ne sache pas ce que c'est. Vous voyez? Et donc là, la signification de l'objet, elle est totalement versatile, erratique. Il y a des gens qui disent que ça ressemble à une sèche. À une sèche. C'est pas une sèche? Oui, c'est une anamorphose, exactement. J'ai pas voulu employer le mot pour pas noyer trop les gens, mais voilà. Mais c'est une anamorphose. On appelle ça visuellement une anamorphose. Une espèce de transformation comme ça, de translation, si vous voulez, picturale d'un objet vers une autre figuration. Vers une autre figuration. Il y a des gens qui diront que c'est une sèche, et d'autres qui reconnaîtront que c'est un crâne. Et Holbein, il n'a pas un crâne. Alors, il a dépeint des personnages extrêmement enluminés, comme je dis, extrêmement opulents, riches, des notables de haut niveau. De l'autre côté, c'est un ambassadeur. Et à côté, il a peint une tête de mort pour leur dire, mais les gars, vous avez beau être bien habillés, magnifiques et tout ça, vous êtes mortels. Hein, vous êtes mortels. Voilà, on peut dire là-dedans. Dans ce tableau, Les Ambassadeurs, qui est un magnifique tableau, un très grand tableau. Il se trouve à Londres, si vous voulez le voir, il est là-bas. C'est un tableau très connu. Voilà. Et c'est bizarre qu'ils aient coupé le... Pardon? On le voit aussi avec les mots. Enfin, sur le fait que quand on parle à quelqu'un, on n'a pas toujours la garantie que le mot qu'on utilise, ils le comprennent de la même façon. Ça me fait penser ce matin à une discussion que j'ai eue avec mon fils sur le mot gâté, où il me dit « ce mot va être mis dans Robert avec la signification d'un chanteur. » Voilà. Et je lui dis « Ah oui, c'est quoi la signification ?» Il va me donner la signification et on va avoir un débat. En fait, bah non, gâté, ça ne signifie pas ça, ça signifie autre chose. Et du coup, on a ce débat et le mot, il est en train de se transformer. Il y a une autre signification qui arrive et donc quand je lis le texte de ce chanteur, je peux pas le comprendre, moi, puisque je n'en ai pas la signification au départ. En tout cas, ce que lui en donne. C'est vrai, grâce à votre enfant, vous avez pu évoluer. Ouais. J'évolue, exactement. C'est vrai. Les enfants ont cette richesse, ils peuvent faire varier les significations. Ils ont encore alors que nous, on est beaucoup plus figés. Hein. Nous, on s'arrête à des significations un peu normées, bornées dans tous les sens du terme. Et donc, on y tient, quoi, cette signification-là. Hein, cette espèce de trésor, on l'a attrapé, on ne va pas le lâcher après. Alors que les enfants sont extrêmement malléables, et c'est une richesse qu'ils ont dans la capacité à dériver la signification des mots. Tout à fait. Une richesse qu'ont les enfants, et que nous, on perd un peu avec le temps. On perd avec le temps. Donc c'était pour vous dire, oui, c'est ça, l'histoire de la sèche, le tableau d'Holbein, ça. Ah oui, j'en étais au calcul infinitésimal. Donc, calcul infinitésimal, pourquoi? Parce que là, quand on parle de signifiants, donc les signifiants, c'est tous les symboles. Vous imaginez un petit peu tous les symboles. Donc c'est quelque chose, là aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, dont on ne peut pas faire une brassée. On ne peut pas faire une brassée de tous les symboles. C'est impossible. Les symboles, c'est infini. Hein? C'est infini. C'est-à-dire que si vous écrivez un symbole S1, S2, un troisième, un quatrième, et comme ça, vous allez tomber sur l'infini ici, et l'infini, moins l'infini éventuellement, moins l'infini ou l'infini pour des côtés. C'est absolument indéterminable. Hein, vous ne pouvez pas borner les signifiants. Il y en a, on peut même pas dire qu'il y en a une quantité, parce que quand on dit il y a une quantité, ça lui donne une norme. Hein. C'est même pas une quantité, c'est que c'est infini. C'est infini. Donc,
Du coup, les signifiants, vous ne pouvez pas les attraper tous. C'est impossible. Et du coup, comme vous ne pouvez pas attraper tous les signifiants, il y a une grande partie de vous-même est inconsciente. C'est inconscient. Parce que vous ne pouvez pas attraper tous les signifiants. Beaucoup de signifiants vous échappent. Et tous ces signifiants qui vous échappent sont une chaîne. C'est la France qui le dit. Pour une chaîne signifiante. C'est pas tellement compliqué, ça, hein. Dans le texte, c'est très compliqué, mais il faut expliquer que ça n'est pas comme ça. Donc, cette chaîne signifiante, ben, c'est S1, S2, S3, S4, Sn plus 1, N moins 1, d'un côté et de l'autre, à l'infini. À l'infini. Hein, on ne peut pas, en faire une brassée. Et donc, il y a, quand on arrive sur Terre, quand on est, on attrape un certain nombre de symboles, un certain nombre de signifiants, mais pas tous. Pas tous, évidemment. Un tout petit nombre de signifiants, un tout petit nombre. Hein. Et quand on meurt, et ben voilà, on les perd, bien sûr. Mais c'est pas pour autant que la chaîne s'arrête, hein. Parce que vous êtes coincé entre les signifiants comme ça. S barré, c'est vous, hein. S barré, c'est moi, c'est vous. S5, on met un autre comme ça. Voilà. Et donc vous êtes là, comme ça, entre les signifiants. Mais quand vous êtes mort, quand vous disparaissez, eh bien, on vous enlève. On vous enlève, hein. C'est triste, mais c'est comme ça. C'est le deuil. C'est le décès, c'est le deuil. Mais, est-ce que ça change quelque chose dans la chaîne signifiante? Ah non, il est tout. La chaîne signifiante, elle s'en fout. Que vous soyez là ou pas là. Hein. Moi, je prends toujours l'exemple, comme je prenais l'accord d'ailleurs, prenez l'exemple d'un mur, ou bien du verre. Pas forcément de la vitre, mais du verre, comme structure. Eh bien, le verre et la matière minérale du mur n'en ont rien à foutre que vous soyez vivant ou mort. Ils continueront à exister. Le verre, il va continuer, il a une espèce de forme d'éternité que vous n'avez pas, vous. C'est ça le truc, hein. C'est ça le truc, hein. Si vous voulez, donc. Et les extrémités. Le verre, lui, le verre dans sa structure, il est là tout le temps. Il est là tout le temps. Que vous soyez là, vous, entre les tout le temps, ou que vous n'y soyez pas. Que vous n'y soyez pas. Mais il y a une petite métaphore de ça qui n'est pas complète, mais qui aide un petit peu quand même. Avant que vous naissiez, souvent vos parents vous nomment, alors que vous n'êtes pas. Vous n'existez pas et vos parents vous ont déjà nommé, vous voyez. Et quand vous êtes mort, souvent sur votre tombe, vous avez votre nom, alors vous n'êtes plus là. Donc vous voyez que les symboles continuent, la chaîne symbolique continue à courir, que vous soyez là ou pas là. Elle n'en a rien à faire de vous. C'est Lacan qui le disait, hein, il disait ça comme ça. La chaîne symbolique n'en a rien à faire de vous. Elle s'en fout. Elle s'en fout. Ce qui peut être, pardon. On n'aurait pas justement franchi seuil puisque l'humain ayant agi sur le monde, la disparition de l'être humain ne sera pas des choses intactes. Donc, on n'a pas justement quelque chose qui s'articule dans ce... Oui, il y a quelque chose qui s'articule. Là, vous parlez un peu du deuil, là, d'une façon, hein. Oui, mais l'écologie est on a tellement impacté le monde que justement notre disparition je sais pas comment Je comprends très bien ce que vous voulez dire. Non, mais il y a des raisons je suis sûr que vous êtes pour l'instant. Je suis persuadé. Si je n'aperçois pas de trucs comme ça, je suis persuadé. Moi, ce que je voulais dire, c'est que la chaîne des signifiants court indéfiniment. Et ça, que vous soyez là ou que vous ne soyez pas là. Ça, c'est peu contestable. Hein, voilà, parce que, voilà. Et ça peut nous angoisser. Ça peut nous angoisser. Hein. Alors, Lacan, il a nommé cette chaîne signifiante. Il a nommé l'autre. C'est pas le bon. Je sais pas si c'est ce que je voulais dire, mais est-ce que c'est la chaîne courte des humains? Ah non, pas du tout. Non, il n'y en a pas. C'est pareil. Même sans langage. Oui, tout à fait, bien sûr.
Mais après, effectivement, vous avez raison. De cette façon, par exemple, les hiéroglyphes qui sont dans le désert, on parle souvent, on les comprenait pas. On savait pas ce qu'ils voulaient dire parce que personne ne les avait vus. Et quand quelqu'un est arrivé dans le désert, Champollion, voilà, il les a vus et puis il a réussi à les déchiffrer. Voilà. Donc il a donné un sens à une chaîne de symboles qui autrement serait resté hors du champ de la signification. Donc effectivement, le fait d'être ou de ne pas être, ça compte. Ah oui, bien entendu. Il est possible qu'en étant, on ait une sorte de capacité à remodeler certaines signifiants. D'agir sur eux, d'agir peut-être sur la climatologie. C'est ça, on pourrait dire. On modifie, on a un impact. On peut faire onduler la chaîne inconsciente selon notre action. Voilà. Modifier les choses. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Comment pouvons-nous pas être d'accord avec ça? Donc, alors voilà, c'est ça qui est important pour Lacan, c'est que cette chaîne signifiante-là, nous n'en comptez donc une partie, et tout le reste, c'est de l'inconscient. Et puis, mais il dit quand même que ça parle. Voilà, c'est là qu'il dit ça parle. Parce que ces symboles, ils peuvent nous angoisser. Quand vous êtes confronté à la chaîne A, la chaîne signifiante, vous l'appelez A majuscule avec, vous l'appelez autre, avec un A majuscule. Quand vous considérez, vous pouvez même vous poser des questions vraiment étranges. Vous pouvez regarder le verre, par exemple là, pas le miroir, enfin pas la glace elle-même, le verre, la structure du verre, et vous dire, c'est quand même bizarre ce truc qui existait avant moi et qui va me subsister. Est-ce que ce truc qui me subsiste me veut quelque chose? Autrement dit, est-ce que le monde, l'univers, si vous voulez, l'univers qui me préexiste et qui existe après moi, me veut quelque chose? Est-ce que ça me veut quelque chose? C'est bien pour ça qu'on est toujours, peut-être peut-être une interprétation un peu facile, mais on se demande toujours s'il y a des extraterrestres, des petits hommes verts. Parce que ça serait commode qu'il y en ait, parce que ça permettrait de savoir que dans l'extraterrestre, des choses qui ne sont pas symbolisées, il y a des petits hommes verts qui parleraient. Et que du coup, ça nous rendrait accessible l'inaccessible. Voilà. On a cette tendance à penser qu'il y a des êtres qui disent, peut-être qu'il y en a qui disent, moi j'en sais rien. Mais ça peut nous inquiéter parce que on peut se demander si l'autre n'a pas un vouloir, un désir vis-à-vis de nous. Et c'est ce que Lacan dit, il dit, la confrontation à l'autre, c'est l'angoisse. La confrontation à l'autre, c'est l'angoisse. Si on l'écrivait comme ça, le sujet en face de 1 égale angoisse. Angoisse. Parce que comme vous le disiez tout à l'heure, on ne peut pas en faire une brassière, on ne peut pas l'attraper, on ne sait pas ce qu'il nous veut. Est-ce qu'il nous veut quelque chose? Peut-être pas, etc., etc. Est-ce qu'il y a un vouloir, un désir de cet autre vers nous? Ça, c'est une grande question. C'est la grande question lacanienne. Le problème, c'est qu'elle est toujours retranscrite par les exégètes de manière tellement compliquée qu'on ne comprend rien. Alors qu'en fait, c'est pas si compliqué que ça, de saisir ça. Parce que c'est un ressentiment que chacun a, chacun peut avoir. Quand vous êtes très fatigué, par exemple, très fatigué, très angoissé, c'est des choses qui arrivent, vous êtes très fatigué, très angoissé, le soir surtout, par exemple, eh bien, il y a des choses qui peuvent vous paraître bizarres dans votre environnement. Des personnes peuvent vous paraître, vous regardez leur visage et vous dites, il est bizarre ce soir, il est un peu inquiétant ce soir. Ou un objet peut vous paraître un peu inquiétant. Vous le regardez, vous dites, il est étrange cet objet, vous le transformez un petit peu, et il peut devenir un peu menaçant, même à la limite, en tout cas, foncièrement inquiétant. Donc, c'est ça, c'est parce que là, vous vous posez la question de savoir si cet objet vous n'aurait pas quelque chose. Ce qui va vous subsister. Donc, qu'est-ce qui va se passer après? Vous aimeriez bien qu'il vous subsiste pas, dans le fond. Vous aimeriez bien que tous les symboles se terminent avec nous, mais c'est pas comme ça.
Ça se passe pas comme ça. Et donc ça, c'est l'approche lacanienne de l'inconscient, si vous voulez. Hein. Cette chaîne signifiante qu'on attrape en toute petite partie, c'est celle-là, c'est celle-là. Ça, c'est l'inconscient lacanien qui parle. Et qui est déchiffrable aussi. Alors, vous voyez que ça se rapproche quand même un petit peu de Freud, hein, puisque Freud disait que c'est déchiffré, qu'on pouvait déchiffrer. Il disait comme ça textuellement. Chez Lacan, on peut dire un peu la même chose, sauf que dans sa première acception de l'inconscient, Freud disait qu'on pouvait vraiment déchiffrer ça. Oui, oui. D'ailleurs, il s'y acharnait à déchiffrer les choses. Hein, il s'y acharnait. C'est le début de la psychanalyse, hein, c'est pas facile. Hein. Alors que Lacan, lui, dit on peut travailler un peu là-dessus, mais on peut pas déchiffrer complètement. On peut pas. D'ailleurs, à la fin de sa vie, Freud, dans un petit bouquin qui s'appelle Abrégé de psychanalyse, que je vous conseille d'acheter parce qu'il n'est pas cher du tout, Lacan appelait ça le testament de Freud, parce que c'est le dernier bouquin de Freud, qui n'est pas achevé. Hein. Il n'a pas pu l'achever, il est mort avant. Il est mort en 1938. Il n'a pas eu le temps de terminer son bouquin Abrégé de psychanalyse. Et il disait que l'inconscient, justement, il avait fait que l'effleurer. Il disait ça. Il n'a pas dit exactement comme ça, je sais pas comment il disait. C'était les ténèbres. C'était des ténèbres à peine effleurées. Voilà, c'est ça qu'il disait. À la fin de sa vie, hein, à l'extrême fin de sa vie, il disait, Freud, l'inconscient, c'est quelque chose que j'ai à peine effleuré. C'est un enfer que j'ai à peine effleuré. Et Michel Onfray, qui a fait un livre détestable sur Freud, un livre d'imbécile, et donc, oui, le Stephen, et il disait que Freud était un vantard, qu'il était sûr de lui, il affirmait des trucs. C'est complètement faux. Freud était un type qui n'était jamais sûr de lui, qui avançait des hypothèses, qui était remanié ensuite, il les remodelait, il était inquiet, Freud était angoissé, il savait pas. Hein. Et à la fin de sa vie, la dernière chose qu'il a dit, c'est ça. L'inconscience, c'est des ténèbres, c'est un enfer que j'ai à peine effleuré. Une toute petite lueur, voilà, c'est ça, une toute petite lueur. Est-ce que c'est quelqu'un de boursouflé qui dirait ça? Pas du tout, hein. Et il a même dit un truc encore plus étonnant. Dans un projet de psychanalyse, il a dit, il n'est pas impossible qu'un jour toutes mes théories soient invalidées parce que des médicaments, des substances chimiques guériront tout. Il a dit ça, c'est étonnant, hein. C'est ses dernières phrases aussi. Quand même. Alors, ça n'est toujours pas vrai que les substances chimiques guérissent tout. Mais il y a quand même des progrès depuis Freud. Des sacrés progrès. C'était pas totalement idiot. Et Lacan le dit à un moment donné aussi. D'ailleurs, je crois que c'est dans ce chapitre. Il y a à peu près la même chose. Il y a à peu près la même chose. Il dit, la biologie va un jour éclairer ça, c'est certain. Mais c'est pas notre propos actuellement. Voilà. C'est notre propos actuellement. Il est là. Donc, par rapport à l'inconscient, Lacan prend l'exemple de... Il dit, je vais faire une petite métaphore. Voilà, il dit ça. Je vais vous raconter une petite histoire métaphorique. Je vais vous raconter l'histoire d'Orphée et d'Eurydice. Vous connaissez l'histoire d'Orphée et d'Eurydice, non? Tu peux quand même, non? Pas tout le monde, mais je vais vous la résumer quand même. Elle est facile à résumer. Donc, Orphée, c'est un demi-dieu. C'est pas un dieu, Orphée. Hein. C'est de la mythologie grecque. C'est un demi-dieu. C'est-à-dire qu'il est à peu près au niveau de Tantale. Tantale est une espèce de demi-dieu, demi-homme aussi. Hein. Il a payé cher parce qu'il a voulu être dieu. Et il a fait un banquet pour séduire les dieux, Tantale, pour être élevé à la dignité de Dieu complet. Mais il a fait une grosse erreur, c'est qu'il leur a donné à manger aux dieux son fils. Il a découpé son fils et il en a fait un plat. Que les convives, Dieu ont trouvé bon, mais à la fin, ils ont vu qu'ils ont su que c'était son fils. Alors, oh, mon petit gars, là, on va pas couper. Alors là, c'est pas comme ça que tu vas devenir un dieu. Hein. Et donc, non seulement il n'est pas devenu demi-dieu, même pas Dieu n'est pas demi-dieu,
il a été soumis au supplice de Tantale, tout le temps. Voilà, vous connaissez, hein, je crois que vous avez vu de Tantale. Et donc, voilà, donc, oui, alors Orphée et Eurydice, voilà, Orphée est un demi-dieu, qui est éperdument amoureux, comme Aragon était amoureux d'Alexandre Violet, d'Eurydice. Eurydice, c'était sa compagne, ils étaient fous d'amour, et ils étaient fous d'amour l'un pour l'autre. Mais il y avait un demi-dieu, alors justement, là, qui s'appelle Astrée, A-S-T-R-E. Ça, c'était un demi-dieu, un abruti, qui courtisait Eurydice, tout le temps. Il la coursait tout le temps. Et Eurydice ne le supportait pas. Elle trouvait que c'était un gros con, de toute façon. C'est pas dit comme ça dans la mythologie grecque. En gros, c'est ça quand même. Hein. Et donc, un jour, dans un banquet, je sais pas quoi, il la poursuit vraiment, quoi. Vraiment, il la poursuit physiquement, quoi. Elle en peut plus. Elle trébuche et elle se fait morte par un serpent. Et elle meurt. Elle meurt. Alors, Orphée, dans un désespoir effroyable, on ne peut pas s'en remettre, c'est impossible. Et donc, il invoque les dieux, justement, pour retrouver son Eurydice. Et finalement, je sais plus si c'est Zeus ou c'est un autre, lui accorde ce privilège. Je lui dis, bah écoute, bon d'accord, si tu tiens vraiment, parce qu'il insiste beaucoup, hein, tu vas pouvoir retourner aux enfers. Alors c'est paradoxal parce qu'on dit qu'Eurydice est aux enfers, mais en fait, elle n'est pas dans les enfers. Elle est dans les Champs-Élysées, ce qu'on appelle les Champs-Élysées. Les Champs-Élysées, c'est une partie de l'enfer heureuse. Hein, heureuse. Et donc Eurydice, elle est là. Mais c'est quand même dans les enfers que Orphée va être obligé de descendre pour aller la retrouver, parce que les dieux le lui permettent. Et les dieux mettent une condition. Ils mettent une condition, ils disent, tu pourras aller la chercher, si tu veux, mais il ne faudra pas que tu lui parles, et il ne faudra pas que tu la regardes. Donc si tu te retournes vers elle, ou si tu lui parles, elle va mourir une deuxième fois. Alors il y va. Alors d'abord, il arrive aux portes des enfers, des Champs-Élysées, et là, on lui dit, oh, qu'est-ce que tu viens là, t'as rien à faire là, il y a des cerbères qui sont là, et ils lui disent, t'as rien à faire là, on veut pas de toi. Alors, il leur joue de la cithare, je sais pas, il leur joue un truc qui les envoûte un petit peu, ils sont un peu percés, un peu hypnotisés, hop, il lui laisse rentrer. Vas-y. Alors, il va dans les tréfonds des enfers, et il retrouve Eurydice. Et donc, il lui dit rien, évidemment, hein, il lui dit rien, c'est pas grave, mais évidemment, il fait des signes, je suppose, des choses comme ça. Et elle le suit, il remonte un petit peu, on imagine qu'elle remonte les enfers, les Champs-Élysées. Mais à un moment donné, il est tellement fou d'amour, ce pauvre Orphée, qu'il peut pas tenir. Il faut qu'il la regarde, et qu'il dise qu'il l'aime. Voilà, c'est pas possible. Et donc, il se retourne et il dit, ah, tu sais, Eurydice, je te regardais, tu es tellement belle et je t'aime, etc. Alors, faire qu'elle me réussissait. Mal joué quand même. Hein. Donc, alors, après, je vous raconte pas tout de l'histoire d'Orphée et d'Eurydice, parce qu'on n'a pas le temps, mais la fin est heureuse. Il y a un happy end, hein, puisque finalement, ils finissent par se retrouver vivants, hein, grâce aux dieux. Et puis à être ensemble pour l'éternité. Donc il y a une fin très heureuse. Et donc en fait, on peut louer quand même Orphée d'avoir été si loin pour rechercher son Eurydice quand même. Hein. Donc quand Lacan prend cette métaphore, c'est parce qu'il veut dire que les enfers dans lesquels est descendu Eurydice, c'est l'inconscient. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas le droit de parler, il n'avait pas le droit de regarder. Si vous savez un petit peu ce que c'est que la psychanalyse, dans son cadre, ce qu'on appelle son cadre, c'est quelqu'un qui est à côté de vous, mais qui ne vous regarde pas, et que vous ne regardez pas, et qui, a priori, ne vous parle pas. Le psychanalyste, ou peu, ou très peu. Lacan, parfois, ne parlait pas du tout à ses psychanalysants. Ça lui arrivait de ne pas dire un mot. Il y avait des séances où il ne disait pas un seul mot aux gens, aux personnes qui étaient là, allongées sur son divan, rue de Lille, pas un seul mot. Et donc, finalement, Orphée, d'une certaine façon, s'est retrouvé dans une position de psychanalyste, à ne pas pouvoir regarder et à ne pas pouvoir parler. Mais il n'a pas tenu.
Il n'a pas tenu dans ce statut de psychanalyste. Mais enfin, il l'a été quand même un petit peu, quoi. Et bizarrement, les dieux lui demandaient d'être un peu, d'une façon, on dirait, à la période moderne, d'être un peu le psychanalyste de Rédis, quoi. Voilà. De pas se regarder, ça. Mais aller quand même la chercher. Il y avait quand même un acte, hein. Il y avait un acte très fort d'aller la chercher, de la ramener, hein. Comme on ramène quelqu'un qui va pas bien du tout à quelque chose de mieux, eh bien, Eurydice la ramenait carrément morte des enfers vers la vie. Voilà. Donc c'était un acte qu'on pourrait qualifier de psychanalytique, puisqu'il pensait lui parler, il a regardé. Sauf qu'il a flanché. Voilà. Il a flanché. C'est pour ça qu'il prend cette métaphore. C'est un chapitre, ça, hein. C'est un chapitre. Il dit, je vais vous parler des petites métaphores. Ça fait Eurydice, c'est dans le chapitre 1. Je suis pas en train de digresser, là, hein. Donc, alors, il parle de Claude Lévi-Strauss. Ouais, il parle de Claude Lévi-Strauss. J'en dis 2 mots rapidement parce que c'est un anthropologue, hein, à peu près contemporain de Lacan, plus âgé que Lacan. Et qui est mort très âgé, hein. Il est mort à 100 ans ou 101 ans, je sais plus. Claude Lévi-Strauss. Et il a écrit un bouquin qui s'appelle La pensée sauvage. La pensée sauvage. Il a écrit beaucoup de bouquins, hein. Et celui-là dont parle Lacan dans le chapitre La pensée sauvage. Parce que dans cette pensée sauvage, pour Claude Lévi-Strauss, il disait quelque chose qui était semblable à ce que dit Lacan. Il disait, les tribus les plus préhistoriques, les tribus les plus anciennes, étaient, si vous voulez, tributaires aussi d'une certaine symbolique, de certains symboles, qui étaient quoi? Bien, qui étaient les éléments qui les entouraient. Vous parliez du climat tout à l'heure. Oui, voilà, hein. C'était pas le même que maintenant, effectivement, hein. Des animaux, hein, les animaux qui les entouraient, les autres hommes éventuels ou femmes, enfants, qui les entouraient, les objets qu'ils pouvaient construire ou les objets qu'ils observaient, etc. Donc il y avait une espèce de multitude exactement aussi infinie que la nôtre maintenant pour ces hommes préhistoriques, quoi, hein. Et donc Claude Lévi-Strauss disait que, si vous voulez, les hommes préhistoriques étaient structurés par ce monde environnant, par ces éléments, il appelait ça comme ça, des éléments qui les entouraient. Et que donc leur pensée ou leur acte, leur agir, leur action, n'était pas totalement issu d'eux-mêmes. Hein? Il y avait tout un tas de choses qui agissaient sur eux. La chaîne symbolique agissait déjà sur eux, voilà, c'est ce que je voulais dire, hein, Lévi-Strauss, mais il ne le disait pas comme ça. Il n'appelait pas ça la chaîne symbolique. C'est Lacan qui appelait ça comme ça, hein. D'ailleurs, Claude Lévi-Strauss venait au séminaire de Lacan pendant un certain temps. Après, ils se sont un peu fâchés. Lacan n'était pas commode, hein, il avait un mauvais caractère. Fâché pas mal de gens quand même. C'est dommage. Il y avait quand même Claude Lévi-Strauss au départ. Et donc, Lacan était très admiratif de Claude Lévi-Strauss, hein. Faut le dire, hein. Il l'estimait au plus haut point. Et donc, la pensée sauvage, finalement, ça n'est pas grand-chose de très différent de ce que l'on a nommé tout à l'heure la chaîne symbolique, hein. Les hommes préhistoriques étaient aussi, dans la pensée sauvage, comme le dit Claude Lévi-Strauss, soumis à un tas d'arrangements environnementaux, qui faisaient d'eux des hommes ou des femmes non totalement libres de leur être et de leur agir. Voilà. De la même façon que pour nous, si vous voulez, la chaîne symbolique de Lacan. Je sais jamais lequel j'ai pris. Alors, la chaîne symbolique S1, S2, S3, l'infini, elle nous échappe. Mais elle nous détermine. Voilà. Et ça, c'est pas un mot que j'emploie, c'est un mot de Lacan. Elle nous détermine, il disait même, elle nous surdétermine. Surdétermine, cette chaîne symbolique. Elle nous surdétermine. C'est-à-dire qu'elle a sur nous une action
extrêmement puissante de laquelle nous ne pouvons pas nous libérer. Ça ne veut pas dire que nous sommes emprisonnés, que nous sommes manipulés comme des marionnettes, c'est plutôt ça, hein. Non, non. Mais c'est que nous devons faire avec, voilà, c'est plutôt ça. Nous devons faire avec. Et on ne peut pas se dire, on ne peut pas prétendre, je suis complètement libre, je pense exactement comme je veux. Descartes disait, je pense donc je suis là. J'ai parlé de ça très souvent. Je dis ça pour les jeunes qui ne connaissent pas. Donc je suis. Lacan disait, non, ça, c'est pas possible, ça. Hein, parce que si on dit je pense, donc je suis, ça veut dire que le premier jeu crée le second jeu. Le jeu du je pense crée le jeu du je suis. Et ça, c'est pas possible parce que nous ne sommes pas de nature divine et donc nous ne pouvons pas créer un autre jeu. Nous ne sommes pas en possibilité de créer un autre jeu. Et ça voudrait dire aussi que le premier jeu créant le second, le deuxième second est assuré d'être complètement, ce qui ne tient pas la route, ce qui est totalement impossible. Le jeu ne peut pas créer le second jeu. Et il disait ça comme ça, Lacan. Oui, la phrase exacte, c'était « on ne peut pas se créer soi-même ». Voilà. C'est la phrase exacte. On ne peut pas se créer soi-même. Et quand Descartes disait « je pense donc je suis », ben Lacan avait une formule qui était assez marrante par rapport à ça. Je vais vous l'écrire parce qu'elle est plutôt rigolote. Pour se moquer un petit peu. Enfin non, il admirait Descartes en même temps. Il ne faut pas croire qu'il disait Descartes, hein, pas du tout. Et ça, on avait le droit de dire que je pense que je suis sur la route. Il disait ceci par rapport à ce que je viens de vous énoncer là, je pense que je suis, ça équivaut à dire, nous croyons, cette phrase-là j'ai souvent dit parce qu'elle est marrante, nous croyons que nous sommes nous. Nous croyons que nous sommes nous. Nous croyons que nous sommes nous. Ce qui est une erreur, évidemment, fatale. Parce que qu'est-ce que ça veut dire, nous? Qu'est-ce que ça veut dire que penser que nous sommes nous? Ça veut dire qu'on serait une espèce de certitude que notre moi est bien défini. Notre moi est bien défini, notre personnalité est tellement bien établie que nous coïncidons complètement avec cette personnalité, avec ce moi. Pour ça, c'est totalement impossible. Et donc, quand on dit nous croyons que nous sommes nous, ça ne fonctionne pas, quoi. On disait ça pour se marrer un peu, mais on ne peut pas penser que nous sommes nous. C'est impossible. Parce que ça voudrait dire, je suis entièrement moi. Je suis définitivement moi. Je suis un moi complet. Donc ça marche pas. C'est pour ça qu'ils critiquaient beaucoup l'égo-psychologie. L'égo-psychologie est née surtout aux États-Unis. Parce que l'égo-psychologie était considérée comme étant là pour renforcer le moi. Renforcer le moi. Le moi, si vous voulez, c'est la manière dont on se présente aux autres. Moi, je me présente un peu avec mon moi aujourd'hui, hein. Bien sûr, en étant enseignant comme ça, en me présentant, en disant certaines choses, pour essayer de vous intéresser un petit peu, je me présente avec un moi un peu particulier, un moi un peu narcissique, un peu séducteur, un peu ce que vous voulez. Et un moi incomplet aussi, bien entendu, totalement incomplet. Hein. Et donc, l'égo-psychologie avait comme vision de consolider le moi de manière stable. Et quand Freud est allé aux États-Unis, parce qu'il est allé aux États-Unis, Freud, hein, eh bien, il a dit, je crois que c'est à Lyon qu'il a dit, ou je sais plus à qui. Il s'est tourné vers lui en arrivant en baie de New York. Il a dit, on leur amène la peste. Et quand il a dit ça, il voulait dire, on leur amène l'inconscient. Ça va les emmerder. Parce que là, il n'est pas question d'inconscient. Hein. Il est question du moi apparent, immédiat, du moi apparent. C'est comme si vous me jugiez aujourd'hui de manière définitive, hein, en disant, le docteur Vallée, c'est tel ou tel personnage, il est ça, et puis c'est tout, il n'y a rien d'autre. Hein. Et ben voilà, ce serait de l'égo-psychologie. Et vous m'auriez stabilisé dans un statut définitif. Hein. Donc évidemment, en amenant l'inconscient, aïe aïe aïe, c'était la peste. Parce que ça complexifiait drôlement l'aventure, hein, pour connaître les gens.
c'est plus la même, tabac. Ça fait penser à une phrase que Lacan avait dit quand il avait fait une conférence à Baltimore. Il avait été invité à Baltimore. Et puis, il en avait marre des questions, tout ça. Et puis, comme toujours. Et donc, il y avait quelqu'un qui lui avait demandé, Monsieur Lacan, qu'est-ce que c'est que l'inconscient? Alors, c'était le matin, et puis l'inconscient regardait un lever de soleil, je crois, comme ça. Il a dit, bon, l'inconscient, c'est Baltimore en petit matin. Oh, d'accord. Hein, démerdez-vous. Oui. Textuellement, oui. Baltimore au petit matin. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que, comment voulez-vous qu'il réponde à une question comme ça? Aujourd'hui, je m'évertue à amorcer le truc un petit peu comme ça. C'est pas une réponse qui vous satisfera. Elle n'est pas faite pour vous satisfaire dans son entier. Et elle ne le prétend pas et elle ne le peut pas. Donc je regarde un petit peu, c'est pas dit, c'est-à-dire 80% de mon texte, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Oui, juste un petit exemple comme ça que Lacan donne par rapport aux enfants. On parlait tout à l'heure des enfants. Hein. Il dit quand on demande à un enfant qui a 2 frères, combien tu as de frères? C'est un enfant petit et il répond 3. Il répond j'ai 3 frères. Alors qu'ils sont 3. Il y a 2 frères en vérité. D'ailleurs ils sont nommés, hein. Ils sont nommés. Il y en a un qui s'appelle Ernest et l'autre Paul. Et l'autre je sais pas comment il s'appelle. C'est le sujet en question, c'est le sujet enfant. À qui on demande combien tu as de frères et sœurs? Il répond j'en ai 3. J'en ai 3. Il y a Ernest, Paul et moi. Ernest, Paul et moi. Il répond ça. Mais pourquoi est-ce qu'il répond ça? C'est parce que, en fait, si vous voulez, comme il est tout petit à ce moment-là, ça rejoint ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est que quand il est tout petit, il est encore, si vous voulez, avec sa maman, collé à sa maman et empêtré dans la chaîne signifiante. Il est empêtré dans cette chaîne signifiante et il se compte hors de lui-même. Il se compte hors de lui-même. Il se compte hors de lui-même. Il se compte dans la chaîne signifiante comme s'il la regardait, si vous voulez, comme s'il regardait les objets environnants. Il se comptait hors de lui-même, inclus dans les objets environnants. Et donc c'est normal qu'il réponde Ernest, Paul et moi. J'ai 3 frères. Ernest, Paul et moi. Et après, avec le temps et avec le stade du miroir, notamment, qui se déroule entre 6 mois et demi, 2 ans à peu près, le stade du miroir, l'enfant va se subjectiver, va se désolidariser de la masse, de l'emprise chaîne, et donc il va se compter comme un plus 1. Il va finir par se compter hors de la chaîne. Et là, il pourra dire, j'ai 2 frères. Je vous dis ça parce que c'est un exemple que la comprend dans le chapitre. Hein. Quand vous le lirez, vous le retrouverez. Comment le problème, c'est, je le dis pour la centième fois, c'est que quand vous lirez le texte, quand vous lirez les bouquins, vous allez prendre tout à l'heure, vous allez voir que Lacan s'exprime de manière vraiment très. Il n'explique pas les choses. Il considère que, par exemple, l'histoire d'Orphée et d'Eurydice, vous la connaissez par cœur. Vous connaissez tout le moindre détail d'Orphée et d'Eurydice. C'est-à-dire ça. Il considère que vous avez lu tout Aragon, que vous avez lu tous les Artiolets. Il parle de Kant aussi là-dedans, du philosophe Kant. Il dit, voilà, vous connaissez aussi par cœur. Kant. Moi, je ne connais pas par cœur, loin de là. Hein. Mais il y a une chose que je voulais vous dire avant de terminer. L'heure avant, maintenant, on arrive à l'heure presque. Le séminaire est un petit peu plus long cette année, il fait 2 heures normalement. C'est 1h30 l'an passé. Là. Parce qu'il y a moins de séances
Ça a été rallongé. C'est même pas nous qui l'avons rallongé. C'est la gestion des salles qui nous a offert 2 heures. Voilà. Bon, bah, on a pris. Le calcul infinitésimal. Pourquoi est-ce qu'il parle de ça, là-dedans? Il parle de ça, il explique rien. Il dit, tout ça, ça nous rapproche du calcul infinitésimal. Oh, bah, merde, pourquoi il dit ça? Non, je sais pas. Alors, je vais expliquer pourquoi il dit ça. Si vous écrivez 1 plus 1, vous allez dire c'est égal à 2. D'accord. Ça, c'est des nombres entiers naturels. 1 et 1 sont des nombres entiers naturels, qui, ajoutés l'un à l'autre, donnent un entier naturel, qui est le 2. On est d'accord avec ça, hein, c'est une espèce de mathématique bourgeoise, tranquille, hein, voilà, satisfaisante, en tout point de vue. 1 et 1 plus 2, il n'y a pas à y revenir, c'est cool. C'est cool, c'est bien plein, c'est rond, c'est sympa. Mais on peut l'écrire autrement, et là ça devient plus corsé. Parce que vous pouvez écrire 1 plus, et puis vous pouvez écrire 1 plus 1 demi, plus 1 quart, plus 1 huitième, plus 1 16e, plus 1 32e. Et dans 5 jours, vous y serez encore. Dans 5 jours, vous y serez encore. Dans 1 an, vous y serez encore. Dans 10 ans, à la fin de votre vie, vous serez encore à faire une fraction. Vous n'arriverez jamais au bout. Donc, quelque chose qui va pas, alors, quand même, hein. Qui va pas. Là, c'est très confortable, et là, c'est pas du tout confortable. Et pourtant, c'est juste. Pourtant, on ne peut pas dire que ce soit faux de dire que ça est égal à 2. C'est pas faux, du tout non plus. Sauf que là, ça va vers l'infini. Ça s'arrête jamais. Ça tend vers 2, mais ça l'atteint pas. Hein? Ça l'atteint peut-être des milliards d'années-lumière. Peut-être, j'en sais rien, moi. Il faudrait être mathématicien pour répondre à cette question. Que je ne suis pas. Donc, s'il en parle, c'est pour dire que, s'il parle de calcul d'infinitésimal, c'est pour dire justement que les choses, en ce qui concerne l'inconscient, ces choses ne sont pas aussi simples que ça. Le compte n'est pas rond dans l'inconscient, le compte n'est pas égal à 2, ou à 1. On pourrait dire que ça pourrait être égal à 1 avec un U majuscule, une espèce d'unification comme ça, du nombre 1, du nombre entier 1. Non, c'est pas ça. C'est plus compliqué parce que là, on peut aller vers quelque chose qui ne se termine jamais. Et donc, on aurait une espèce de courbe comme ça, avec des ordonnées ici, avec des abscisses ici, avec une courbe qui tendrait tout le temps. Tendrait tout le temps vers le 2, si on met le 2 ici, à droite, hein, mais qui n'atteint pas, mais il est toujours de plus en plus proche, et sans l'atteindre. Asymptotique, on appelle ça asymptotique, hein, vous savez, en mathématiques. C'est l'asymptote, quelque chose qui court de manière pleine, sans conclusion. Il n'y parvient pas. Et il parle de ça parce qu'il dit dans le fond, à l'inconscient, c'est une espèce de direction vers le calcul, dans le cadre d'un calcul infinitésimal, dans la mesure où on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas atteindre le bout de nous-mêmes. On ne peut pas se coopter à nous-mêmes, comme le faisait Descartes en disant je pense que je suis moi-même. Parce que, dans le fond, quand Descartes dit je pense que je suis, il dit je suis moi. Je suis moi. Ça, Lacan ne le dit jamais. Oui, c'est une horreur de dire je suis moi. Et donc, là, on peut faire une espèce de métaphore mathématique, simpliste, pas simpliste comme ça, de cette incomplétude, là. Parce que c'est un problème d'incomplétude, hein. L'incomplétude du moi. L'incomplétude éternelle du moi. C'est pas une incomplétude passagère, c'est une incomplétude permanente du moi. Nous sommes incomplets tout le temps. Tout le temps. Et donc, effectivement, le calcul infinitésimal, présenté de manière un peu simple comme ça, mais c'est pas faux, ça, hein. Parce que je dis que c'est pas faux parce que j'ai vu un mathématicien de normal sup, quand même, hein, c'est pas rien, écrire ça. Je me suis dit, s'il écrit ça, c'est... C'est un peu la même chose que le paradoxe de Achille et sa force. Oui, c'est Achille doit faire chaque fois la moitié du chemin. Ah, c'est ça. Voilà. Et donc, à chaque fois, il y a la moitié, la moitié, et on arrive là. C'est exactement la même chose. Oui, c'est vrai, je m'en rappelais plus. Enfin, c'est une belle métaphore. Mais c'est rigoureusement ça, c'est du calcul infinitésimal.
ne permet pas d'arriver à une satisfaction. Hein. Après, évidemment, les mathématiciens développent ça d'une manière extraordinairement complexe, à laquelle je ne comprends rien du tout. Mais c'est pas grave, parce qu'on peut la voir de manière un peu métaphorique comme ça, et puis l'entendre comme ça, sans devenir fou. Hein, voilà. Oui, pardon. Oh là, j'entends pas du tout, là. J'ai la voix qui est un peu couverte, donc je vais essayer de pousser. Sur un sens un peu moins mathématique, est-ce que dans ce sens, le moi, pour être, ces additions qu'on a faites au fur et à mesure, pour être par exemple des souvenirs des éléments de nos vies, et en fait, on pourrait en effet, si on rappelle le terme du tracé, ne pas tous les assembler, et en fait, on ne pourrait pas constituer un moi où on se souvient de. Ah oui. Comme si on faisait ce calcul et qu'on s'amusait à écrire tous les calculs qui amèneraient à l'infini, si on avait le temps d'infini. Oui. On ne se souviendrait pas de toutes les additions qu'on a faites. Donc on ne pourrait jamais constituer le réel calcul d'emblée, pour le lire entièrement. Tout à fait. Oui, oui. Et d'ailleurs, ce que vous dites là, ça revient un peu à dire que le moi est historique et qu'il ne peut jamais se rattraper lui-même. Et que tous ses souvenirs, il ne peut les rassembler. Parce que ces souvenirs, c'est ses propres souvenirs, mais c'est aussi le souvenir de ses ascendants. Et les souvenirs de ses ascendants qui peuvent remonter à Vergétorix. Hein. Et donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'il puisse faire avec ça? Il ne peut pas. Hein. Mais ça compte quand même. La preuve que ça compte, c'est que vous venez de l'énoncer. Vous venez de l'énoncer, c'est la preuve que ça compte. C'est dans le comptant de la chaîne symbolique. Vous venez de l'énoncer très intelligemment. Et c'est vrai, on le reçoit bien. On le reçoit 135 sur 5. Bon, on va s'arrêter là parce qu'il est presque l'heure. Et les gens de fermeture des salles, ils n'aiment pas qu'on poursuive au-delà des heures. Ils sont alloués. Donc la prochaine séance, c'est quand déjà? Le 10 février. 10 février, d'accord. Ok. Donc vous pouvez prendre le passage là.